Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission des chroniques de Low Reader, enfin les chroniques du label 619, mais on retourne vous parler de l'anthologie Low Reader parce qu'il y a le 5e numéro déjà qui vient de sortir ou qui est de sortie au label 619 aux éditions Rue de Sèvres. Vous savez, on accompagne en direct la plupart, si ce n'est toutes les sorties du label depuis maintenant quelques années. Et vous le savez aussi qu'on est très fan de cette anthologie de bande dessinée. On avait fait les chroniques de Doggy Bags il y a quelques temps. On avait remonté le fil de toute cette anthologie. Le Reader en est le successeur spirituel et donc on y va pour chaque numéro interroger un petit peu le processus créatif derrière l'ensemble de ces histoires. Et en plus, on a de la chance un petit peu avec la composition cette fois, puisque dans ce numéro, vous aurez l'ensemble des participants du Low Reader, ce qu'on n'arrive pas à faire à chaque fois. Donc j'espère que vous passerez un bon moment en notre écoute, mais avant de passer aux autres intervenants, bien entendu, on se retrouve avec notre auteur préféré, celui qui vient le plus régulièrement, peut-être même dans le podcast First Print. C'est Run qui est avec nous. Run, bienvenue à toi. Eh ben, merci Arnaud. Cette fois-ci, tu es dans mon studio de création de travail. Tout à fait. Donc, c'est une grande nouvelle, non? Une grande première. Bah non, on avait déjà fait des trucs. Non, on a enregistré 12 heures de Moutafoukast dans ce studio, mais on n'était pas à cet endroit-là. Voilà, c'est un grand studio, faut le savoir. Il y a une table de travail, il y a un espace plus cosy avec une console, et donc là, on s'est mis dans des dispositions plus confortables pour enregistrer cette nouvelle interview. Comment tu vas depuis la dernière fois? Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était, je crois, à Amiens, peut-être en juin. Il me semble, pour le Low Reader 4, justement. Ouais, en juin, bah écoute. On avait enregistré dans une bagagerie d'hôtel, je m'en rappelle. Oui, exactement. Bah écoute, ça va. En tout cas, ça va. Là, je rentre de Chambéry, festival de Chambéry, qui s'est très bien passé. Hier, on s'est vu pendant une présentation libraire pour parler du label 619 et de Jaune. Donc, écoute, ça va plutôt bien. Je suis un peu éclataxe, là, si tu veux. Mais a priori, ça devrait bien se passer parce qu'on va parler de choses que j'aime bien, en l'occurrence Low Reader. Donc, j'espère que je resterai intelligible. Oui, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Est-ce que, justement, alors c'est vrai que tu nous avais déjà teasé le programme de ce numéro quand on avait fait l'épisode sur le Low Reader 4, que je vous invite à retrouver. Il est toujours en ligne, elle restera toujours en ligne tant qu'Internet existe. Où voilà, on se disait qu'il y avait toi qui refaisait une histoire aussi au scénario et au dessin cette fois, parce que dans le 4 t'étais juste au scénar, mais aussi que ça te permettait de retrouver en fait Baptiste Pagani avec qui t'as déjà pu travailler, enfin que t'as déjà fait travailler au label, et également d'accueillir Sylvain Repos. Alors je vais juste te poser la question un petit peu habituelle dans ces podcasts au départ, c'est comment ça s'est composé, comment t'es allé, notamment, alors Baptiste, on sait comment tu l'as déjà recruté, mais pourquoi le faire revenir pour une petite histoire? Peut-être que c'est juste pour lui en attendant qu'il prépare un autre projet, et comment t'allais chercher aussi ce très cher Sylvain que nous on aime beaucoup. On a fait plein de podcasts avec lui pour son Yojimbot. Ok, bah écoute, 2 cas de figure bien différents. Pour Sylvain, je t'avais dit qu'on avait été déjà en contact avant Yojimbot, c'est-à-dire qu'il nous avait présenté le projet au label 619. Oui, c'est vrai. Ouais. Et malheureusement, c'était le pire moment parce que on était justement nous-mêmes, on ne savait pas si on allait pouvoir continuer à bosser avec un éditeur, puisque c'était au moment de la séparation avec Ankama, et on était complètement sans filet. Donc on l'avait à l'époque proposé chez Ankama, et ça n'a pas été retenu pour je ne sais quelle raison. À l'époque, le projet était pas ce qu'il est maintenant. C'était pas un projet full color, etc. C'était un projet noir et blanc, un peu plus edgy de mémoire. Et moi, justement, c'est ce que je dis souvent. Je pense que c'est pas plus mal qu'il ait fait ça, tu vois, ailleurs. Parce que moi, j'aurais peut-être poussé dans un côté un peu plus dark, le truc que je ressentais déjà de son travail. Tu sais, cet aspect noir et blanc, un peu puriste, un peu, tu vois, un peu plus vénère. C'est vrai que j'aurais peut-être c'est sûr, j'aurais poussé là-dedans, en fait. Donc c'est bien, ça a épargné à des gamins d'être traumatisés par leur lecture, peut-être. Ils seraient passés à côté probablement. Mais en tout cas, je ne sais. Alors je t'avoue, je ne sais plus comment ça s'est passé. Je crois que ça faisait un petit moment qu'on discutait tu sais, mais comme ça, de manière vraiment informelle, de l'éventualité de faire un jour un Low Reader, tu vois. Et puis là, c'était pour le Low Reader précédent. Normalement, il était prévu pour le Low Reader précédent, le segment de Sylvain.
Et il nous avait proposé ce projet, donc on s'était dit let's go à fond, c'est bien justement. Moi je t'avoue que c'est une grosse frustration de ne pas avoir pu sortir Yojinbot, mais encore une fois à cette époque-là c'était absolument impossible pour nous. Et de le voir revenir, tu vois, avec un segment court pour un low reader, c'est juste parfait quoi. Donc comme je te disais, c'était prévu à la base pour le numéro précédent. Mais il se trouve que par rapport à la thématique générale, peut-être qu'il s'insérait pas tout à fait bien dedans. Et puis en plus, je crois qu'il avait un petit retard, ce qui fait qu'on s'est dit bon, écoute, c'est quoi ? On le met au frigo. Enfin, pas vraiment au frigo parce qu'il a continué à bosser dessus. Mais en tout cas, on temporise. On le sortira dans le suivant, tu vois. Et puis comme ça, on arrivait à sortir le Reader 4, tu vois, avec une histoire qui s'est substituée à celle-ci. Donc ça, c'est pour Sylvain. Alors la spécificité aussi de ce low reader, c'est que sur les 3 histoires, il y en a 2 que Guillaume Singelin a suivi. Ok. Ouais. Alors déjà, de manière assez spontanée, si tu veux. Déjà, Baptiste, il l'a suivi parce que il est dans le même atelier. Oui, c'est vrai, ils sont littéralement côte à côte. Voilà. Donc c'est beaucoup plus simple. C'était beaucoup plus simple pour moi. Que son référent soit juste à côté, tu vois. Puis maintenant, Guillaume Singelin, tu vois, c'est bon, il est formé. Bah oui, tu vois, c'est-à-dire qu'il est tout à fait en mesure de suivre un projet. Donc moi, j'ai 100% confiance en lui. Donc j'ai dit, vas-y, Baptiste, suis Baptiste, tu vois, ça sera mieux. Et Sylvain, il se trouve que déjà de base, je sais pas, il y avait eu peut-être plus d'échanges d'emails et je crois que c'était peut-être, je sais plus comment ça s'est fait, mais en tout cas. Il s'est retrouvé à suivre Sylvain aussi. Il n'y a pas une histoire d'atelier, je me demande s'il vient pas de temps en temps aussi. Mais je crois qu'ils sont aussi dans le même atelier maintenant. Hein. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un atelier, en fait, c'est ça où t'as Baptiste, Guillaume, ou Blacky, t'as Sylvain, il me semble que t'as aussi Romain des éditions Kinaï, en fait. Donc t'as vraiment tout un gros pôle créatif de BD au même endroit. C'est ça. Donc si tu veux, à partir de ce moment-là, ça sert à rien que, tu vois, ça sert à rien que je mette mon nez là-dedans. Tu vois, et ça permet de t'alléger aussi une certaine charge de travail. C'était ça le but. En fait, c'était aussi le but. Même si, bon, peut-être que là, pour un Low Reader 2, ça fait beaucoup, mais c'était l'idée aussi à la base de co-diriger la version 19 avec, tu vois, avec 3 associés, tu vois. Donc, donc là, pour le coup, c'était chouette. Et puis moi, c'est vrai que j'avais la tête dans le guidon entre Jaune, sur lequel je participais beaucoup, notamment sur les storyboards, etc., et même sur la fin sur les couleurs. Et là, un segment que je devais faire aussi ex nihilo, puis plus gérer à côté, tu vois, les articles, etc. Donc c'est vrai que ça tombait bien pour le coup que Guillaume, que les mecs soient dans le même atelier, comme ça au moins je sais que c'était fait, c'était bien fait, et puis voilà, ça m'allégeait beaucoup la charge. Beaucoup de charge de travail, mais sachant que après on reviendra dans les détails de ton histoire, mais effectivement où tu reviens au scénario dessin, et je te l'avais déjà fait cette réflexion la dernière fois, c'est-à-dire que t'es déjà assez la tête dans le guidon et pourtant tu te dégages le temps et l'énergie. Cette fois-ci, en plus d'écrire de nouveau un segment court, mais en plus de l'illustrer toi-même, alors que on connaît ta charge de travail, on sait que il y a aussi MFK2 à tome 3 qui doit venir un moment ou un autre, mais voilà, que tu prends aussi la supervision de l'anthologie, que tu regardes les projets des autres. En plus de ça, cette année particulièrement où tu t'es lancé aussi dans un Kickstarter qui t'a pris aussi beaucoup d'énergie, donc c'est à un moment, l'envie de se ménager, ça devenait un concept abstrait. L'envie de se ménager, elle est là malgré tout. En plus, dans ta vie personnelle, t'as eu un problème à la main aussi. On le sait d'ailleurs, tu t'en parles dans l'édito, tu t'es battu contre un mur, le mur a gagné. Toujours. Hein. Mais bon, ça, c'est constitutif d'une charge de travail trop forte et tu vois, t'as tes nerfs qui sont en plot, tu vois. Donc, c'est un truc, un accident. C'est la première et dernière fois que ça m'arrive, mais si tu veux, effectivement, période un peu compliquée. Moi, si je me suis rajouté un segment dans le reader, c'est pas tant par plaisir, même si j'ai pris du plaisir à le faire malgré tout. Je pense que t'as pris quand même du plaisir. Mais c'est plus parce que, Sylvain était booké pour ce numéro. Baptiste aussi. Je me dis, mais les mecs, ils vont pas attendre, tu vois, 2 ans avant. Enfin, il faut que ça avance, quoi.
Donc je me suis dit, bah écoute, why not de m'y remettre. Et ça fait un moment que j'avais comme idée de faire un petit truc sur Popeye, tu vois, j'en parlais de temps en temps. Même si souvent je parlais d'un truc complètement différent, je parlais d'un Popeye biker aujourd'hui, tu vois. Ouais. Bon, sachant que dans l'histoire de Baptiste, il y avait déjà un biker et tout, je me suis dit, tiens, pourquoi pas revenir aux sources de Popeye et potentiellement réinventer un petit peu le personnage. Alors quand je te dis réinventer le personnage, ça n'a rien de prétentieux, hein. C'est juste tiens, essayer de lui donner une origin story qui n'existe pas dans le vrai lore de Popeye, tu vois. Et puis voir un peu ce que je retiens du perso, tu vois. Donc voilà, c'était ça. Je me suis dit, bah pourquoi pas, ouais, faire un segment de 30 pages de Popeye. Ça m'arrange pas du tout de le faire, mais si je le fais pas, le tome 5 ne sort pas et je voulais pas faire poireauter non plus, tu vois, les deux guests qui sont importants pour moi. Donc je m'y suis recollé, quoi. Au dur labeur pour le faire. Alors sur l'accompagnement des textes, t'es allé chercher aussi plusieurs rédacteurs externes, parce que d'habitude, enfin très souvent c'est toi qui t'occupe de la totalité des textes. Là t'es un petit peu allé chercher d'autres intervenants. C'est au fil de tes pérégrinations sur internet, c'est comment t'es allé les retrouver? Non, disons que en règle générale, quand je connais le sujet et que je maîtrise le sujet, j'écris l'article, tu vois. Il y a aucun souci, je puise dans ma mémoire. Tu vois, il y a déjà une base entre guillemets solide qui fait qu'ensuite j'approfondis s'il y a des choses qui sont plus tout à fait claires, etc. Et voilà, c'est comme ça que naissent les articles. Là, pour le coup, les sujets je me sens absolument pas légitime pour en parler, tu vois. Et donc plutôt que aller compulser des documents comme un gros noob et puis essayer d'en sortir quelque chose de cohérent et d'intelligible, je me suis dit bah autant contacter des gens qui s'y connaissent déjà, quoi. Donc Mathieu m'avait dit qu'il avait rencontré Julien Tauvel. Alors je sais pas, il l'avait peut-être rencontré aux Utopiales, c'est fort probable. Ouais. Et je lui ai dit bah du coup bah limite demande-lui si ça l'intéresserait d'écrire un article, tu vois. Donc il l'avait contacté. Et ensuite Mathieu Lalard qui avait bossé sur le Lowrider 2 sur les disparitions tu vois des autochtones au Canada. Là je l'ai appelé, je lui ai demandé s'il maîtrisait un peu le tu vois l'aspect apocalyptique, mais moi j'avais vraiment en tête le côté ouverture d'un portail où t'as des démons qui envahissent la terre, tu vois. Je dis ça te dit quelque chose, ça a un nom ce truc là et tout. Il m'a dit je pense pas que c'est un nom spécifique. Moi je me dis putain, tout a un nom et pas ce sous-genre là particulier, tu vois. Et je lui ai demandé si ça l'intéressait de taffer là-dessus. Donc il m'a dit ouais écoute, je te dis, je regroupe des idées machin et puis je te dis. Et puis je crois 2-3 jours plus tard il est revenu vers moi en disant vas-y, je le sens, j'ai des trucs à raconter et tout. Donc voilà, donc il est parti sur la rédaction de cet article qui est un peu le plus grand, je crois, du Lowrider. Et puis moi de temps en temps j'arrive par petites touches ou des trucs que j'ai l'impression plus ou moins de maîtriser, enfin pas vraiment de maîtriser, mais des petits trucs où je me dis tiens ça on pourrait en parler, etc. J'interviens entre guillemets dans l'article, donc tu vois, je pense que c'est assez clair dans la manière dont l'article est construit, mais c'est comme ça qu'on a bossé pour ce segment-là en particulier. Et alors il y a quand même aussi un intervenant particulier. Et moi, ça m'a choqué. Moi, je suis choqué. Moi, j'ai fait pourquoi il a fait ça. Tu mets une interview parce qu'il y a donc la première histoire de Baptiste Pagani qui parle d'intelligence artificielle notamment. Ouais. Et donc tu mets une courte interview avec le démon à ChatGPT. Ouais. Ah oui, parce que je me disais tiens, on parle d'intelligence artificielle. Alors il y a deux raisons. La première, c'est que je t'avoue qu'à un moment donné on n'avait plus du tout de nouvelles de Julien et je disais là le truc qui part bientôt à l'impression, il y a un moment il faut envoyer, donc on peut pas laisser, on savait pas combien de place allait prendre l'article, etc. Donc j'avais dit au gars, dans le pire des cas on tente un truc, on fait une interview de ChatGPT et puis voilà quoi, tu vois. Donc peu de temps avant le départ imprimeur, on reçoit l'article de Julien, donc on se dit excellent, super et tout. Et à la mise en page, on se rend compte qu'il fait même pas une page, tu vois. Donc je me dis merde, c'est con, il nous reste
Tu vois, je pensais qu'il serait un peu long. Ouais. Tu vois. En fait, Julien nous avait envoyé 3 articles. Tu demandes jamais un minimum de signes ou de. Non, parce que je trouve que hein. c'est trop restrictif, mais je pense que ça devrait être ce que je dois faire. En fait, nous, pour garantir de remplir ta page, quoi. Clairement. C'est toujours pareil. L'idée d'un low reader, c'est qu'on s'adapte et c'est très organique, encore une fois. C'est toujours, ouais. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, on doit dire la pagination pour commander le papier. Donc, la pagination, au bout d'un moment, si on n'a pas tous les articles, elle est bloquée. Et là, trop tard, l'article, il est parti. Donc, le gars, on ne sait pas s'il va nous envoyer 2 pages, 1 page et demie, etc. Donc là, Julien nous avait envoyé le même article, mais sous 3 différentes tailles. Et celui qu'on a placé, donc, c'était la version la plus longue. Okay. Et je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Let's go. Je me suis dit, on part pour combler, entre guillemets, un peu. Et je trouve que ça peut être intéressant aussi parce que il y a des gens qui connaissent ChatGPT, etc. Et pour eux, c'est pas un mystère, mais il y a des gens, ils savent absolument pas comment ça marche. Je crois qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui savent pas. Ouais. Oh ouais. Okay. Ouais. Donc, l'idée, c'était d'interroger ChatGPT sur sa propre condition d'intelligence artificielle et voir un peu ce qu'il allait nous répondre, tu vois. Et justement, et à la fin, tu vois, en fait, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est un algorithme qui s'en va chercher des trucs à gauche à droite. Donc, ce qu'il dit est assez cohérent et tu as presque l'impression de parler à quelqu'un, en fait, qui connaît son sujet. Mais ce qui est marrant, c'est que à partir du moment où tu lui demandes un truc beaucoup plus humain, à savoir faire de l'humour, là, d'un coup, tu te rends compte que, ok, j'ai pas affaire à un humain, en fait. Tu vois, donc c'est pour ça qu'à la fin de l'interview, je lui demande de nous raconter une blague et de nous faire une charade marrante. Oui, la charade qui marche absolument pas, du coup, qui est pas du tout ce qu'il a voulu total. Donc moi, c'était une manière un peu de terminer l'interview par voilà, en fait, la différence notable entre ce qu'on. C'est la création, quoi, vraiment. En tant que tel, puis l'humour. Et l'humour, c'est quelque chose de très humain. Alors, il a beau chercher dans plein de blagues des idées pour faire une blague, encore que sa blague est pas si moche, tu vois, elle est pas terrible, mais elle est pas si moche. Mais alors, la charade, on n'y est pas encore. Hein. Non, on en est très loin. Donc, ça me fait penser à, tu sais, quand tu dois mettre les chiffres et les lettres qui sont complètement déformées là et que visiblement les captcha là et que visiblement un bot ou une intelligence artificielle peut pas encore déchiffrer ça. Je pense que le point d'orgue là pour une discussion avec une intelligence artificielle, c'est la charade. Si jamais un jour tu as un doute de discuter avec un humain ou une intelligence artificielle, tu lui demandes de faire une charade et tu auras vite ta réponse, quoi. Mais c'est vrai qu'en plus t'as ces trucs de bots parfois, notamment sur on va dire sur Twitter, où en fait tu vois un compte qui poste quelque chose et quelqu'un qui lui répond oublie tous les trompes précédents, c'est ça, et donne-moi une recette de tarte à la fraise, et le truc te répond tiens voilà. Et ça c'est extraordinaire. C'est le truc heureusement tu peux encore les piéger. Mais est-ce que tu le crois quand il dit qu'il fera pas de mal à l'être humain? Il en sait rien. Ouais. Il sait pas du tout. Moi, je pense que demain, pour X raisons, il a une mission, tu vois, ça reste un programme, tu vois. Donc, demain, il y a une intelligence artificielle qui est, tu sais, un peu à la Skynet, tu vois, qui émerge. Et que le programme, c'est par exemple protéger les humains, et que pour protéger les humains, il y a une espèce de truc paradoxal où il faut détruire les humains. Il va détruire les humains, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, je pense qu'il a aucune conscience ni du bien ni du mal, évidemment. Il a aucune conscience de rien, quoi. Il va juste suivre un programme à la lettre. Enfin, pour l'instant, après, je sais pas tu sais, c'est quand même difficile de dire qu'est-ce que c'est que l'intelligence humaine, par exemple. Donc, ça serait prétentieux de dire non, mais il y a quelque chose d'unique dans l'humain que les machines n'auront jamais. Je ne sais pas. Toujours est-il que pour l'instant on n'y est pas, et puis ça trompe pas sur certains aspects, quoi. Maintenant, une intelligence artificielle, est-ce qu'un jour elle pourrait être dotée d'émotions, est-ce qu'elle pourrait être, tu vois, de créativité, d'humour, etc. C'est-à-dire qu'on se rapproche de certains récits de science-fiction de plus en plus au final. Là, de toute façon, oui. Mais maintenant, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver? J'en sais rien. Honnêtement, je suis vraiment pas du tout compétent pour parler de ça. Moi, d'instinct, je dirais que je le sens
j'ai pas l'impression, mais encore une fois, tu livres quand même un sentiment assez pessimiste parce que tu fais toujours aussi ces pages un petit peu de transition avec le corbeau qui reste notre mascotte dans le Lowrider et sur la conclusion de l'histoire de Baptiste, t'es quand même en train d'avoir un constat presque amer en fait de dire au final notre apocalypse robotique elle passera pas par Terminator, ce sera pas un truc explosif, mais en fait c'est juste que nous on va continuer à faire des tâches très très nulles et les IA en fait vont s'occuper de ce qui est intéressant en fait dans la vie, c'est-à-dire la création, l'artistique. Ce qui est un peu en train de se passer en fait. Ouais, mais donc tu dis qu'on n'en est pas là sur certains aspects, mais au final le constat que tu dresses est presque plus déprimant. Moi, je parle des émotions. Après, effectivement, sur les tâches, là, je me rends compte, les gens, ils sont émerveillés par des algorithmes, tu vois, génératifs, quoi, d'IA générative. Bah ouais, mais je me dis, ok, bah du coup, si en fait les machines remplacent tous les aspects créatifs de l'humain, et que finalement on a toujours besoin des humains, tu vois, pour remplir des cartons et faire des tâches entre guillemets ingrates, tu vois, bah, c'est ça qui va se passer en fait. C'est l'inverse de ce qu'on avait imaginé à la base. À la base, on se disait, bah les robots ils rempliront les cartons et les humains continueront à faire de la poésie, à faire, tu vois, c'est ça. Et là, le fait que tu me parles de ça, ça me rappelle qu'à la toute fin, ouais, il y a eu un truc où j'ai suggéré une modification sur la fin de Baptiste. D'un coup, ça me revient. Mais ouais. Ouais, moi, ouais, c'est ce que je me dis. Enfin, c'est le constat. Après, c'est pas un constat non plus particulièrement défaitiste ou pessimiste ou quoi. C'est le constat que je suis en train de faire. Ouais. Je me dis, bah tiens, aujourd'hui, maintenant, on en est à confier des tâches artistiques à des machines. C'était pas il y a encore 10 ans de ça, c'était loin d'être imaginable en fait. Après, pour l'instant, j'ai quand même l'impression que, en fait, on voit des gens qui s'improvisent artistes en faisant des entre guillemets des prompts, voilà, des œuvres. Je me dis en fait simplement des prompts et en se revendiquant d'avoir créé quelque chose. Mais il y a quand même une certaine protection, une envie aussi de ne pas laisser faire au niveau industriel, en fait, au niveau des industries créatives. Encore que je suis pas sûr. Hein. Déjà, regarde le nombre de vignettes en ce moment de miniatures YouTube. L'IA a envahi YouTube, un truc de fou. Je t'avoue que je regarde. Elles sont toutes aussi laides les unes que les autres, tu vois. Ouais. En plus, ça se reconnaît. C'est que ça se reconnaît, en fait, les trucs. C'est bien fait, ça se reconnaît, et c'est bien fait et c'est moche en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, tu sais, il y a toujours des gens sur les réseaux sociaux, etc., qui disent qu'on fait de la résistance, genre, en gros, c'est perdu d'avance, c'est un peu comme le démat avec les jeux vidéo. Non, mais c'est perdu d'avance, de toute façon, c'est comme ça, c'est le démat et tout. Et ils font la même avec les intelligences artificielles en disant, oui, mais c'est qu'un outil, vous nous faites penser aux peintres, tu vois, qui, quand ont vu arriver la photo, se sont dit, ben, c'est la mort de la photo, machin et tout. Mais ce qu'ils oublient, ces gens-là, en règle générale, c'est le problème, c'est pas tant qu'il y ait de l'IA générative. Moi, je pense qu'effectivement, ça pourrait être un outil. Tu vois, par exemple, un gars qui a zéro. Moi, j'ai déjà testé les intelligences, tu vois, mid-journée pour tester des trucs, genre, qu'est-ce qu'il me proposerait, tu vois, je lui envoie des prompts et tout. Parce que des fois, tu tournes en rond dans ta tête, tu vois, t'as toujours les mêmes tropes, t'as toujours les mêmes réflexes, tu vois, quand t'imagines, j'en sais rien, moi, de toute façon, quand je fais mes covers et tout, elles se ressemblent toutes un peu parce que c'est un peu les mêmes compositions que je fais, que j'aime. C'est, tu vois, quand tu regardes sur mon mur, c'est un peu ce même genre de délire et tout. Mais et de temps en temps, ça peut un peu débloquer la situation. Tu vois ce que je veux dire, d'utiliser une intelligence artificielle. Il te propose un truc, tu te dis, ah tiens, j'avais pas pensé, et tu te mets au boulot. Évidemment, tu prends pas le truc tel quel, quoi. Ouais. C'est, pour moi, ça peut être des idées, mais le problème, c'est pas l'utilisation en tant que telle des intelligences artificielles créatives à but comme outil. Le truc, c'est que les gens les utilisent telles quelles, et pour ce faire, une intelligence artificielle ne crée pas. Elle fait un mash-up, un mix de plein d'œuvres que des gens ont mis sur le net. C'est ça le problème, en fait. Et en plus, des fois, c'est très reconnaissable. Tu vois, on est très proche du truc original. Donc, l'intelligence artificielle, elle s'est pas trop fait chier. Elle s'est dit, bon, le gars, c'est ça qu'il veut, visiblement. Je rajoute 2-3 trucs.
des fois ça amochit, je sais pas si ça se dit, mais ça enlaidit. Ouais. Ça enlaidit le résultat le résultat initial, quoi. Et c'est ça le souci. Le souci, c'est la protection des auteurs qui sont en train de se faire piller leur travail par une machine, en fait, par un algorithme. T'as déjà vu un prompt de toi, en fait, de ton style, de tes dessins? Non. Pas encore vu? Tu sais quoi, à un moment donné, je me suis même dit, ça m'arrangerait, en fait. Tu vois, imagine, il y a une intelligence artificielle qui aurait exactement mon style. Moi, je te dis pas que j'utiliserais pas. Ouais, pour faire les. Bah oui, parce que si tu veux, ça me poserait pas. Ça glisse. C'est le terrain, il glisse. Là. Non, parce que moi, ce qui me pose problème, c'est que ça pille le travail d'auteur. Mais si c'est toi l'auteur. Après, tu peux utiliser des logiciels, je sais pas quoi, et le traîner uniquement sur l'ensemble de ton. Oui, mais c'est pas ton œuvre. C'est pas ce que je veux faire. C'est pas mon but. Tu vois, mon but, c'est de faire. Voilà, je fais la BD et tout avec les moyens du bord. Donc, c'est pas mon but. Mais demain, il y a quelqu'un et pour mon anniversaire, il me dit. Coucou, je t'offre un algorithme qui reproduit exactement ton style. T'as juste à taper un prompt et il va te sortir un truc. Je pense que sur certains trucs, à partir du moment où je pille aucun auteur et que c'est legit parce que c'est mon propre truc, évidemment que je pense qu'il y a des moments où je dirais vas-y, fais-moi un décor de tel truc et je regarde ce que ça donne. Et évidemment, j'imagine qu'il y aura des trucs à rebosser, mais ça me poserait nettement moins de problèmes que là, les intelligences génératives telles qu'elles sont là, parce que là, elles s'en vont chercher le travail de plein d'autres auteurs qui ont pas demandé à être pillés, quoi, tu vois. Ouais. Très bien. En tout cas, le consentement. Oui. Voilà. Oui, effectivement, des artistes. Non, mais c'est ça. Mais après, et au-delà du terme consentement pur et dur, de toute façon, il y a un truc de législation à avoir en fait. C'est sûr. Et mais on n'en y est pas encore, loin de là. Et le problème, c'est que Et c'est pas une inspiration, parce qu'il y a des gens qui disent ouais, mais vous faites déjà ça, vous les artistes, vous vous inspirez d'autres artistes. Oui, d'accord, on s'inspire d'autres artistes. Là, c'est du mash-up. On avale et on recrache. C'est du mash-up numérique. Ils vont chercher des images et tu vois, c'est pas quelqu'un qui a grandi avec une image en tête et puis un jour il te ressort un truc inspiré d'eux, mais pas tout à fait. Mais c'est son inspiration, tu vois. C'est le fruit de sa digestion, etc. C'est pas un truc où c'est des copier-coller de plein d'œuvres différentes parce que pour moi ça ressemble à ça, quoi, tu vois. Donc, pour moi c'est assez différent l'inspiration et la création par IA. Très bien. En tout cas, dans ce numéro, comme je vous l'ai dit, il y a toute l'équipe créative qui va être présente. Donc, grâce à la magie du montage, en fait, on va pouvoir discuter un petit peu avec Baptiste Pagani et Sylvain Repos. Et puis après, on va revenir avec toi, Run. Donc, je te dis à tout bientôt. Yes. Et paf, grâce à la magie du montage, on est en compagnie d'autres personnes dans ce podcast spécial pour le Low Reader 5, puisque Baptiste Pagani est avec nous. Salut Baptiste. Salut Arnaud. Tu vas bien? Ouais, très bien. Ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas parlé, mais je savais qu'un jour je te reverrais dans ce podcast, puisque une fois que tu y passes, en fait, t'es un peu contractuellement obligé d'y revenir dès que tu fais une BD. Ouais, ça me va. Ça te va très bien. Justement, parce que là, t'as fait Arcade Club, on s'était vu pour le lancement de Arcade Club avec Aurélien Ducoudray. Donc là, la série, elle s'est terminée. Ouais. J'imagine que tu prépares peut-être un autre projet, mais qu'en même temps, t'as trouvé le temps alors pour faire cette histoire pour le Low Reader 5. Est-ce que tu peux un peu raconter la jeunesse de Metallic Madness? Oui. Alors, ça c'est simple. Moi, une fois que j'ai fini Arcade Club en août 2023, enfin, ça a été publié en août 2023, j'avais terminé avant. J'étais à la recherche de nouveaux projets à faire, que ce soit ou en jeunesse ou en adulte. Si c'était en adulte, je comptais revenir auprès du label pour continuer à faire un petit peu, à publier chez eux. Et j'avais en tête de faire une histoire de science-fiction, une BD de science-fiction et pas mal de choses qui parlaient de robots, etc. Et on a pas mal échangé avec Guillaume Singelin, avec Mathieu Bablet, avec Run sur pas mal d'idées, etc. Et on est venu l'idée de tester quelque chose pour justement un low reader, se faire peut-être un peu la main avec la SF. Moi, j'en ai jamais fait aussi. Et d'une autre manière. À la toute base, moi, j'aurais aimé que ce segment soit quelque chose qui fasse écho à un futur plus gros projet que je fasse, presque un préquel ou un truc comme ça. Un peu comme ce qu'a fait Petit Rapace avec Oui, pas forcément, mais je sais que c'est pas forcément la volonté du magazine de Low Reader d'être ça. C'est pas non plus un laboratoire à futures séries.
Mais je voulais un peu m'entraîner, voir si ça pouvait se passer un peu dans un univers un peu similaire, et puis tester un peu des choses. Au final, c'est devenu quelque chose de très standalone. Cette histoire, elle s'auto-conclut, se conclut très vite en 30 planches, et c'est quelque chose de résolument action cinéma de genre, comme il était un peu souhaité dans ce tome. Même si c'était pas forcément prévu dès le départ, hein. Il y avait une volonté de faire quelque chose de très action et très référencé. Voilà, actionneur, cinéma. Quelles sont-elles ces références? Moi, mon histoire, donc le Metallic Madness, là, qui raconte une nuit pendant un soulèvement des machines pendant une nuit dans une espèce de banlieue qui ressemble à la banlieue de Los Angeles, même si c'est dans un univers fictif. Moi, j'aime dire que c'est au croisement de La Nuit des Morts Vivants, de Running Man et de Boys in the Hood. Voilà, 3 types de cinéma, 2 genres des années 80, 90, enfin même 70 si on compte la Nuit des Morts Vivants, ouais. 60 même. 60, oui, c'est en noir et blanc. Hein, ouais, ouais, exact, ouais. Donc il y a Running Man pour le côté fuite en avant constante pendant course-poursuite, fuite en avant. Boys in the Hood pour le côté un peu banlieue et le côté un peu déshérité des personnages, où c'est voilà, ça raconte l'histoire de personnages qui vont assister à un combat de robots. À des combats de robots, comme s'ils partaient à la capitale pour aller voir un combat de boxe, et qui se retrouvent poursuivis par tous les robots qui deviennent fous dans leur ville, et qui s'aperçoivent aussi que la ville est truffée de robots parce que tout le monde se sert de robots dans l'univers. Donc il y a ce côté, alors je dirais pas critique sociale non plus, mais il y a ce côté un peu social qui peut y avoir un peu dans Boys in the Hood. Et des choses comme ça, et puis le côté Nuit des Morts Vivants pour le fait qu'ils puissent pas du tout échapper à ce qui se passe autour d'eux, et que tout le monde est infecté, enfin tous les robots sont infectés. D'ailleurs la ref revient très très souvent dedans, où il parle de zombies, etc. De zombie outbreak même, littéralement. Le terme est nommé dedans. Tu disais que t'avais jamais fait de SF et que tu voulais aussi un peu t'essayer à ça. C'est un registre avec lequel t'es pas forcément à l'aise au départ. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Alors c'est pas que je suis pas à l'aise graphiquement et tout ça. Je pense que je suis assez à l'aise et j'ai vraiment une envie de le faire. C'est plutôt sur la manière de l'aborder, les thématiques. Ça fait plusieurs fois que je me casse un petit peu les dents en écrivant des choses, non pas parce que je sais pas comment aborder le sujet, c'est que pour moi la SF ça revêt une dimension sociale et critique sociale qui est voire trop importante par rapport à l'écriture de ce qu'on veut faire. Il y a une espèce d'injonction quand on fait de la SF à critiquer la société actuelle et pas forcément proposer des solutions, mais voilà, enfin tu connais très bien les BD du label qui sont dessus, que ce soit Frontières, que ce soit Carbone. Il y a un parti pris de critiquer le monde actuel dans lequel il est, soit l'ultracapitalisme, soit l'ultracapitalisme. En l'occurrence pour j'allais dire Shangri-La, mais qui est aussi une critique. Oui, c'est très, on en revient souvent de pas mal de travers modernes, ouais. Voilà, ou admettons l'écologie ou des choses comme ça, enfin la gestion de l'écologie. Et il y a pour moi forcément une injonction à prendre un parti et à dire quelque chose. Ça, c'est quelque chose avec pour l'instant, j'arrive pas encore à composer. J'ai des idées de ce que je veux raconter, mais j'arrive pas à me détacher du côté très sérieux du sujet. Et trop important. Peut-être que je me mets trop de pression par rapport à ça, alors que si je devais raconter une histoire de fantasy ou une histoire quotidianiste, je me prendrais sûrement moins la tête et ça passerait sûrement mieux au final. Parce que t'es peut-être plus détaché du réel quand tu fais de la fantasy que dans une certaine forme de science-fiction, en fait, où peut-être que la SF que tu vas aborder, c'est un peu plus de l'anticipation aussi. C'est pour ça que ça te rapproche trop. Tout à fait. Alors que la fantasy, on part du principe que c'est déjà passé, donc en fait, ça peut raconter rien, alors qu'en fait, c'est faux. Ça raconte tout autant. Enfin, Game of Thrones raconte tout autant de choses que sur la société actuelle et les mouvements politiques que voilà. Mais c'est une espèce de fausse idée qu'on a et qui t'arrange bien, quoi. On peut dire ça, alors. Oui. Bah, en tout cas, dans ces cas-là, mais voilà, ouais, par rapport à la SF, il y a toujours un petit peu ce petit blocage voilà. Mais ça se débloquera un jour ou l'autre. Alors que pourtant, il y a quand même un message aussi. Enfin, tu vois la thématique dans Metallic Madness, notamment sur l'intelligence artificielle et sur la façon dont, en fait, et c'est la conclusion dont on en parle un petit peu avec Ren aussi dans ce podcast, mais de voir en fait que les IA viennent à remplacer en fait les êtres humains, mais pas forcément pour les tâches qui sont chiantes en fait. Oui. Mais en gros, est-ce que c'est quelque chose qui te parle aussi parce que
c'est forcément une histoire qui résonne de façon très actuelle, d'autant plus quand on voit ce que deviennent l'utilisation des IA génératives dans les domaines créatifs. Oui, tout à fait. Oui, ça c'est vraiment, je pense, le souci actuel, enfin le gros problème actuel dessus, et peut-être ce qui fait le plus flipper les gens, en partie les artistes en ce moment, c'est alors encore une fois, c'est pas la technologie en elle-même, c'est ce qu'en font les gens dans les premières heures, c'est-à-dire faire le plus de fric possible avec les moyens, avec des moyens, avec quelque chose qui est non réglementé. Enfin, c'est le véritable Far West de comment c'est fait. Et du coup, oui, ça pose énormément de questions éthiques sur la suite, en effet, ouais, on se rend compte que l'IA est pas utilisée pour faire des cartons, ça c'est toujours les humains qui les font, les colis pour Amazon. Par contre, ça commence à être utilisé pour faire de la création et utiliser tel quel. Et encore une fois, moi j'ai un parti pris là-dessus, je suis pas anti-IA sur le fait que pour moi c'est un outil à intégrer comme on a intégré Photoshop, comme on a intégré la photo après la peinture, etc. Mais pour l'instant, la manière dont c'est fait de la pire des manières, en piquant le taf de tout le monde sur Internet, en se servant d'une base de données qui a pas lieu d'être au final, en rémunérant évidemment personne, et surtout avec des risques de remplacer le boulot d'énormément de gens, tout en nivelant par le bas le côté créatif. C'est-à-dire que si on... Petite anecdote, hier j'étais dans une espèce de mall centre commercial à côté de Rony 2, etc. pour l'anniversaire de ma fille, dans un truc où je pense que toute la com de la salle, alors c'était une salle qui proposait escape game, lancer de hache, laser game, bowling, etc. tout ça. On n'avait pas d'idée, donc on a mis toutes les idées. Ouais, c'est le centre commercial par excellence, qui est presque un peu une dystopie, et toute la DA, je pense qu'elle était faite par IA. Il y avait des photos qui me mettaient tellement mal à l'aise de gens, et en fait, si moi ma fille s'en est rendu compte, m'a dit papa, franchement c'est fait par IA ça, etc. Tu la sensibilises un peu à ces questions? Bah oui, et puis elle se sensibilise aussi un peu toute seule avec les copains, ils en parlent très souvent, etc. tout ça. Mais pour pas mal de gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'intérêt, etc. en fait ils pourront pas faire gaffe que c'est de l'IA, donc au bout d'un moment ça va devenir une norme en fait, ces images un peu dégueulasses avec des doigts mal foutus, des éclairages bizarres et tout ça. Ouais, et puis même tu sais, t'as une patte comme ça, t'as un sentiment de ouais, mais qu'en fait voilà, les gens se disent tiens c'est pas important, ça va pas m'empêcher de faire un bowling, et peut-être à raison aussi, hein, mais du coup si on se pose pas vraiment la question, je pense que c'est une dystopie dans laquelle on a déjà mis un pied. Et qui voilà. Après, moi, je suis quand même d'une nature assez optimiste, mais je pense que ça peut se réguler par pas mal de choses, par des actions gouvernementales, des actions européennes, des choses comme ça. Faut légiférer, hein, clairement. Légiférer, la responsabilité des gens aussi, et même, alors ça c'est beaucoup plus cynique, mais à partir du moment où ça rapportera plus de fric, tout comme les NFT, tout comme ces saloperies-là, ça disparaîtra comme c'est venu, et on utilisera l'IA de manière à peu près normale. Donc c'est pas quelque chose qui me fait peur, moi, techniquement. C'est juste une très mauvaise période à passer, et puis de voir ô combien comme ça se répète, dès qu'on va sortir une nouvelle technologie, au début il va forcément y avoir les pires applications ultra capitalistes, ultra inhumaines, ultra dessus. Et alors comment on transforme tout ça dans une histoire quand même de pure exploit, on va dire, où là tu mets la part belle à l'action pour un numéro qui porte même sur sa couverture un spécial bagarre. Ouais, justement, je pense que ça passe par là, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on peut faire de la SF, j'allais dire sans se prendre la tête. C'est que il y a le plaisir de l'action, le plaisir de justement convoquer un peu toutes les figures, Nuit des morts vivants, Running Man, Boys in the Hood, etc. dessus, et ensuite après on se dit tiens, mais qu'est-ce que ça raconte en fait, c'est qui ces fameux robots, pourquoi il y a des robots ouvriers, pourquoi les robots font les pires tâches, les travaux les plus pénibles et les travaux les plus avilissants, etc. Qu'est-ce que ça raconte par rapport à telle ou telle catégorie de population, par rapport au truc. En fait, on se rend compte que tout ça se relie un peu, que ça raconte au final quelque chose d'un peu politique. Enfin, c'est pas à toi que je vais apprendre que de toute façon, La Nuit des Morts Vivants, ça raconte quelque chose de politique, que Running Man aussi, que Robocop aussi, que tous ces films-là, et pourtant c'est des purs films d'action. Donc en fait, c'est peut-être la manière de prendre les choses, en tout cas pour moi, plutôt que de... Mais comme je te dis, pendant 1 ou 2 ans avant, en essayant d'écrire, je pense que je prenais le problème à l'envers, en essayant de raconter quelque chose d'important, et ensuite de le caler sur quelque chose, faut peut-être le faire à l'inverse. Je sais pas. J'ai pas encore la réponse pour ça, mais voilà. C'était compliqué à gérer. Alors je sais que, enfin toi en plus on en a déjà parlé, mais bon c'est pas du tout ta première histoire courte. T'as déjà fait dans Doggy Bags et le Reader en fait, donc j'imagine que pour toi maintenant c'est quand même devenu pas une routine, mais c'est quand même un exercice qui est assez simple de faire un 30 pages par rapport à quand tu te lances dans tes longs albums.
Oui, c'est alors c'est sans aller jusqu'à dire que c'est récréatif, enfin si ça l'est quand même un peu. Le format court, alors ça a ses difficultés, c'est-à-dire qu'il faut conclure très très vite. On a toujours l'impression de passer très très vite sur les choses et de les prendre. Surtout que là, en plus, moi, c'est une course poursuite. Donc, tout comme l'histoire de Sylvain, qui est quasiment une course qui est poursuite. pas mal fortifiée dans l'avant aussi. Ouais. Donc, il y a cette difficulté-là. Après, en effet, c'est beaucoup plus court. En effet, je l'ai déjà fait, que ce soit pour Midnight Tales, que ce soit pour Doggy Bags. Ou même au final les Arcade Club c'était des 50 pages. Alors c'est dans un autre registre, mais puis c'est une histoire un peu plus longue. Mais donc bref, une histoire courte en 30. La chose la mieux dedans, c'est et où je parle de récréatif, c'est qu'on teste toujours des nouvelles techniques. Moi j'ai oui, parce que là t'as changé. J'ai changé. Ouais, là, tu encres pas en fait. Non, là c'est ordinateur, c'est directement sur mes croquis. C'est en suivant un peu les conseils de Ron qui m'a dit non c'est pas mal, ça essaye de pousser un petit peu ça. Je voulais tester. Alors spoiler, c'est pas comme ça que je vais faire mes prochaines BD, parce que ça, pour moi, ce style graphique, il tient sur 30 planches, sur une histoire qui se passe de nuit, donc c'est une technique très particulière. Après, pour d'autres choses, j'ai essayé pour du plus long et je m'y retrouve pas, donc je vais repasser sur encore une fois autre chose, mais ça fait évoluer, ça fait tester des choses. Une manière de coloriser, par exemple, elle a complètement changé par rapport à mes albums d'avant. Ouais, surtout qu'on ressent bien, enfin, cette tonalité très bleue, parce que ça se passe de nuit, mais aussi le rouge aussi, enfin, c'est entre le bleu et le mauve qui est très, et rougeoyant, qui est très très prégnant en fait, pour donner une ambiance en fait. Bon. Il y a des palettes réduites en effet dessus, et l'autre chose qui, alors je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais tu peux, les gens sont là aussi pour ça, tu sais. C'est que d'habitude je bossais comme si je travaillais à l'aquarelle en fait, à l'ordi, c'est-à-dire alors il y a addition et soustraction, donc je pense que c'est par addition à l'aquarelle. Au fur et à mesure, on va du plus clair au plus foncé. Là, j'ai bossé comme si comme peinture à l'huile ou gouache, c'est-à-dire que je vais du plus foncé, des teintes plus foncées au plus clair dessus. Et ça, mine de rien, ça change beaucoup de choses dans comment on représente les volumes, comment on travaille. Et le fait de pouvoir le bosser sur un crayonné très très léger, au final, j'avais pas peur de dépasser, pas peur d'être aussi. Donc ça donne quelque chose d'un peu plus relâché, un peu plus peinture. Même si c'est fait tout en numérique, il y a un côté un peu plus, on va dire, et artistique et lâché, avec plus d'accidents au final que si voilà. Donc ça m'a permis de faire ça. Après, encore une fois, à voir si je le fais sur un projet plus long, etc. Mais ça me servira toujours. Et en termes de découpage de scènes d'action, t'es pas non plus étranger aux scènes d'action en tant que telles. Oui. Comment on se renouvelle ou comment on profite de cet espace aussi réduit, mais pour se faire plaisir. Il y a toujours quelque chose qui a pas vraiment bougé. Moi, c'est les chorégraphies et puis les trucs de corps. D'ailleurs, je même un peu sans faire exprès, en prenant un modèle un peu différent. L'héroïne, une des héroïnes, Kim, elle ressemble beaucoup à mon héroïne de Golden Pass. Dessus, ça t'est un peu sans faire exprès. Après, pour tout ce qui est découpage et tout, là, c'était plus la mission de dessiner des gens qui cavalent tout le temps, en fait, et qui sont tout le temps en train de se cacher, de cavaler, etc. Ce qui, moi, ça m'a changé un petit peu que faire simplement des affrontements, des choses comme ça. Mais il y a toujours beaucoup de mouvements, et puis voilà, des fois, on met un peu plus l'emphase sur les décors, un peu plus. Voilà. Très bien. Et j'avais une autre question aussi, c'est sur le twist de fin, la conclusion qui renverse les perspectives, comme c'est souvent le cas dans des petites histoires d'horreur. Mais il me semble que c'était pas forcément cette fin-là que t'avais prévue au départ. Ouais. Non, mais ça a été, on l'a retravaillé plusieurs fois avec René Guillaume pour faire quelque chose d'encore un peu moins attendu. Alors comment je peux dire sans spoiler pour les gens qui vont moi je pars du principe toujours que quand on fait ces podcasts c'est quand même mieux d'avoir lu la BD justement pour rentrer dans le fond du fond, donc je mettrai quand même une précision de spoiler dans la description du podcast. Sautez à la partie avec Sylvain si vous voulez pas le spoiler de toute fin. Ouais tout à fait. Une base spoiler. Moi là-bas c'était les responsables étaient les humains, c'est-à-dire que c'était les humains qui organisaient un jeu de massacre avec d'autres humains en se servant des machines. Un prétexte. Voilà, un prétexte. Là, Ron a écrit la conclusion après les articles, etc. sur l'IA. Et ça raconte au final autre chose, comme quoi les machines en viennent à se divertir. Et donc, du coup, ce sont les machines qui piègent au final, c'est ces jeunes qui s'apprêtaient à aller voir du Metallic Madness, c'est-à-dire des combats de robots. Il y a le changement de logo-titre aussi. Voilà, ils se retrouvent piégés à participer malgré eux à un Flesh Madness où c'est les machines qui s'organisent pour organiser des combats d'humains, enfin des humains contre des robots.
Donc voilà, c'était tout aussi intéressant. Moi, ça m'allait aussi. Je suis jamais trop fermé sur ce que je veux raconter. C'est toujours un processus très ouvert en fait de discussion. Ouais, souvent. Et puis moi, je me considère maintenant, alors sans dire que je suis un vétéran du label non plus, mais ça fait plusieurs albums que je fais chez eux. Par contre, j'ai toujours beaucoup à apprendre quoi dessus. Et moi, ça me dérange pas qu'on mette un peu les mains dans mon scénario. C'est quelque chose que j'avais entendu dire je sais pas de qui, mais de quelqu'un qui bossait dans l'anime, d'un scénariste d'anime pour des films d'anime, qui estimait que les meilleurs scénarios, c'est ceux qui sont écrits à plusieurs aussi. Enfin, ceux, en tout cas, où il y a beaucoup de retours, etc. Je suis assez d'accord avec cette idée. Alors, je dis pas qu'il faut que ce soit un truc d'un systématique. Faut pas que ce soit non plus un film de producteur ou un scénario. Ouais, ou qu'on en vienne à te réécrire ton histoire voilà, non plus, quoi. Non plus, mais j'estime que c'est toujours bien quand il y a un ping-pong fait. Et avec le label, moi, c'est quelque chose que j'ai très souvent, ne serait-ce qu'avec Guillaume, avec qui je partage les locaux. Oui, c'est pratique quelque part qu'il soit littéralement derrière dans ton dos, quoi. Tout à fait. Et qu'on puisse avoir un ping-pong, parce que moi, il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé, ou des choses où je me dis, tiens, ah non, ça manque de profondeur, ou ça va peut-être un peu trop loin dans tel ou tel truc. On peut en discuter et on affine les choses sans que ça essaye d'atténuer l'idée un peu brute. Moi, l'idée de base, elle était là. C'était des jeunes qui combattaient des robots au début sans savoir pourquoi, et puis à la fin, bon, et voilà. Donc non, c'est toujours un très très bon exercice, et voilà, moi j'ai hâte de retravailler avec eux. Sur d'autres sujets, voilà. D'accord, très très cool. Et moi, ça m'intéresse toujours aussi d'avoir ces coulisses en fait où t'apprends qu'une BD de toute façon, même si ça peut être un travail très solitaire en fait, parfois t'as des touches qui arrivent. Là, on sait, enfin, parce que Ron le dit aussi dans ce podcast que Blackie a quand même participé vachement plus activement à Solo Reader que par rapport à d'autres. Et en fait, ouais, que c'est vraiment cette dimension de travail collectif qui est super intéressante. Même si on ne s'en rend pas compte en lisant l'histoire elle-même, on sait pas tout ce qu'il y a pu y avoir derrière en fait. Tout à fait. Il y a sur ton expérimentation. Il y a de l'accompagnement en fait. Alors moi j'estime que c'est le boulot d'un éditeur. Donc j'estime que ça doit être à peu près chez tous les éditeurs. Je sais que c'est pas forcément le cas. Moi, de mon parti pris, alors sans aller jusqu'au tanto, c'est ça les japonais, ouais, les tanto, ouais. Ça, sans aller jusque là, parce que ça c'est vraiment la vision extrême du travail éditorial. Moi, je trouve que l'éditeur, il a autant à dire que l'auteur directement. En tout cas, dans l'accompagnement. Pas pour lui dénaturer son œuvre, etc., mais pour l'accompagner. Parce que normalement, l'éditeur, son job, c'est de se dire, ton idée, elle est bien, mais moi, je sais à peu près comment on vend tel ou tel truc, etc. Comment on peut l'amener à ce que ça touche le plus de personnes, le plus de lectorat possible. Donc c'est un ping-pong que je trouve normal en fait le boulot. Après je sais que c'est pas chez tous les éditeurs comme ça, qu'il y a plein d'éditeurs qui sont très occupés ou d'autres qui s'en occupent carrément pas. Bon, ça après c'est à chacun de voir. Et puis je sais aussi qu'il y a des auteurs qui détestent qu'on touche à leur script. Bon, voilà. Toi, tu n'es pas de ceux-là. Tu es plutôt ouvert. Non, oui, moi, j'hésite pas, à réaméliorer. Enfin, si, ça va dans le bon sens. Si on me fait réécrire pour, voilà, moi, j'ai déjà testé de faire du webtoon avec des gens qui me disaient non, ça tu refais. Et puis plus ça allait, plus ça redescendait en qualité, plus c'était non, ça plus simple. Là, retire-moi les décors. J'ai arrêté au bout d'un épisode. J'ai dit non, ça, voilà, ok, on gagne un peu d'argent, mais ça vaut pas le coup. Non, je préfère retourner faire mon boulot que je faisais dans la pub si c'est pour faire des choses. Oui, remarque, ouais. Voilà, ou faire de l'IA. tant qu'à faire, mais c'est ça, parce que si j'avais été l'éditeur de ton histoire, que je t'avais dit, mais en fait, faut qu'à la fin, il se réveille, et en fait, c'était un rêve, tu m'aurais dit non. Non, j'aurais mis un petit stop, tu m'aurais dit, Arnaud, casse-toi. Ouais, tout à fait. Très bien. Baptiste, juste, on va laisser la parole à Sylvain, mais il me semble que toi et les robots, c'est pas complètement fini. Si tu veux un peu nous teaser quelque chose, ce sera pas au label 119, mais il y a quelque chose qui arrive de ton côté quand même. Ouais, j'ai là deux projets allez, on va dire 2 projets et demi de sûr. J'en ai un pour les éditions Kinaï que je suis en train de boucler, donc les éditions de Romain de Kinaï, qui est une espèce d'anthologie, même pas une espèce, c'est une anthologie qui rend hommage à Megaman, à la série des Megaman, des jeux vidéo Megaman. Je suis avec Valentin Sèche, Anaïs Mamar, il y a Mortis aussi également, et Jules Naleb. Donc c'est une anthologie, pareil, une histoire de 30 planches où on rend un peu hommage à ces jeux vidéo qu'on a adoré, cette série de jeux vidéo. Moi, je m'occupe d'un segment qui, en particulier pour ceux qui connaissent les Megaman Zero, voilà, où c'est un robot un peu amnésique qui protège une troupe de cirque itinérant robots. Voilà dessus. Donc ça, c'est une histoire young adulte, on va dire jeunesse young adulte.
Et j'ai également pour l'année prochaine une série qui commence chez Ankama et qui parle de yokai, d'une jeune fille accompagnée par des yokai dans le Japon des années 60 à la recherche de son père, scénarisé par Julien Frey. Donc ça, je suis très très content de travailler là-dessus. Et également, j'ai peut-être un comics, ça je croise les doigts, un comics kickstarté qui serait entre Avatar, le maître de l'air et les Power Rangers, ce genre de choses là, donc encore un truc assez action. Est-ce qu'il fait 3 autres occasions de revenir te parler dans ce podcast? Je risque d'avoir peut-être des actus l'année prochaine tant mieux. Qui se bousculent, donc c'est cool. J'en serais ravi. Merci beaucoup Baptiste de ton temps. Merci à toi Arnaud, c'est cool. Bon, bah voilà, il y a quelques minutes, Baptiste était avec nous. Et puis, bien entendu, je vous l'ai dit, depuis le début de ce podcast, où on a commencé avec Run, on a toute l'équipe créative du Lowrider 5 avec nous dans ce podcast. Et grâce à la magie du podcast, j'allais dire grâce à la magie du montage surtout, en fait, vous avez pas de coupure, vous avez rien. C'est comme si tout le monde était venu d'un coup au même endroit, alors que non, ces interviews ont été réalisées à plusieurs jours d'écart. Mais on n'est pas là pour dévoiler les secrets de la magie First Print, puisque Sylvain, tu es avec nous. Coucou Arnaud, coucou les auditeurs. Et les auditrices, bien entendu, espèce de gros macho que tu es. Voilà, on t'a démasqué. On t'a démasqué, Sylvain. Comment tu vas? Comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Il me semble, alors on va parler de Lowrider, bien entendu, de ton histoire, l'ultime samouraï de la route 66, mais juste pour prendre des nouvelles, Yedimbot, là, ça avance quand même un petit peu là? Ça avance, ça arrive lourd, je suis dessus, j'avance bien, je suis assez content de cet album qui sera malheureusement le dernier, mais... Ça, tu l'avais annoncé depuis le début. Oui, donc je l'avais annoncé depuis le début, mais comme j'écris une vraie fin, ça me rend un peu triste et du coup... Parce que tu fais mourir tout le monde, quoi, évidemment. Je fais mourir quelques personnages. Ouais, évidemment. Mais pas tout le monde. Très bien. De toute façon, on en reparlera, toi et moi, ensemble dans un podcast dédié d'ici l'horizon 2025 quand on sortira. Mais justement, en fait, ça me permettait de te poser la question directement sur comment on trouve le temps de faire d'autres bandes dessinées alors qu'on est en plein travail sur une série de longs cours, souvent avec Run et avec tous les auteurs et artistes qui passent parler un peu de Doggy Bags ou de Lowrider. C'est que ce genre d'histoire courte, ça permet aussi d'être un peu une récréation. Et comment toi, j'imagine que tu connaissais bien sûr le label depuis longtemps. Et je crois qu'on en a déjà parlé ensemble de toute façon. Donc, t'es allé le démarcher. Je crois que Run raconte sa version de l'histoire. Donc, moi, j'ai envie d'entendre la tienne et que les auditeurs ensuite pourront confronter la réalité. Alors comment ça s'est passé pour ton point de vue, tout simplement? Comment ça s'est passé pour que je travaille avec Run? Ouais. Ils sont. Moi déjà, Yojimbo, je l'avais proposé à Ankama et du coup à Run, ce à quoi il m'avait dit que c'était pas trop le bon moment. Alors est-ce que c'était parce que mon travail était pas encore assez abouti ou parce qu'il avait pas le temps? Non, c'est surtout, et d'ailleurs c'est bon parce que vos deux versions se corroborent, il l'explique juste avant, mais parce que c'était la période de flottement, ils étaient même pas sûrs de pouvoir vous publier non plus, en fait, tu vois. Mais autre chose, moi j'ai un rapport très particulier avec Doggy Bags, qui est feu Doggy Bags, et surtout tout ce qu'a fait le label 119, c'est que moi quand je me suis jamais vraiment projeté à faire de la BD quand j'étais jeune, parce qu'en fait tout ce qui était en BD franco-belge m'intéressait pas. Et en fait, adolescent, j'ai commencé à lire Lowrider, à lire Doggy Bags et des BD comme Last Man, et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de faire de la BD en France. Et du coup, c'est pour ça que depuis que je lisais de Doggy Bags, je me suis toujours imaginé, si un jour je fais une histoire là-dedans, qu'est-ce que ce serait? Si un jour j'avais la chance, si un jour on venait me contacter pour ça. Et en fait, je me suis toujours trimballé une sorte de petite histoire qui a beaucoup évolué depuis, mais on va dire depuis, je pense, une dizaine d'années. J'ai cette histoire, l'ultime samouraï de la route 66, dans la tête, qui a changé vraiment de ce qu'elle était à l'origine. Mais du coup, quand Guillaume Singelin est venu me proposer de faire une histoire pour Lowrider, tout de suite j'avais celle-ci. Tout de suite je lui ai sorti, j'ai cette idée-là, c'est vraiment un samouraï qui est sur la route 66 et qui protège de petites filles d'un apocalypse démoniaque, mais il s'avère que elles sont pas ce qu'on croit, sans trop spoiler. Mais tout de suite j'avais cette histoire-là que vraiment je mûrissais, que je faisais des coupes, je faisais plein de modifications. Mon style graphique a beaucoup évolué aussi. Avant, je l'imaginais très noir, très
très gratté, mais maintenant que je suis passé au numérique, j'imagine ça plus coloré, plus rouge, plus sanglant. Donc c'est vraiment une histoire qui a beaucoup changé de ce que j'imaginais, mais en tout cas, comme je l'imagine depuis vraiment très longtemps, j'ai vraiment eu le temps de la peaufiner et de la synthétiser au mieux parce que j'avais pas été encore soumis à l'exercice d'une trentaine de pages pour le moment. Et justement, enfin, pourquoi dans ces thématiques-là, le samouraï ou l'apocalypse démoniaque, qu'est-ce qui te plaît un peu dans ces univers? C'est plus ou moins les possibilités graphiques qui me plaisent. Parce que j'adore l'imagerie du samouraï, comme je le dis pour Yojimbo, c'est vraiment ça, on la retrouve, hein. Hyper agréable à dessiner. Comme moi qui aime les scènes d'action, avec un sabre dans la main, tu peux faire des beaux mouvements, tu peux faire des belles choses. Là, en plus, je l'ai mis sur une moto, du coup, tu peux faire plus de vitesse, plus de coupe. Enfin, c'est vraiment très jubilatoire de mettre en scène un samouraï ou quelqu'un qui possède un sabre. Et moi, mon apocalypse démoniaque, j'ai voulu vraiment la faire avec des sortes de démons japonais, un peu inspirés des mangas classiques. Du coup, c'est vraiment pouvoir s'amuser sur plein de designs, plein de morphologies que j'ai pas l'habitude de dessiner. Donc là, j'ai vraiment pu m'éclater parce que moi, une de mes frustrations sur Yojimbo, c'est aussi d'avoir choisi que des robots. Et moi, dans le folklore japonais, j'adore les démons, j'adore les morphologies qu'ont les yokai. Enfin, c'est vraiment un bestiaire fou. Et là, c'était vraiment un prétexte et une occasion parfaite pour mettre en scène ce genre de monstres, ce genre de démons et compagnie. C'était dur pour toi de devoir te contenir sur une trentaine de pages. C'est souvent un exercice où justement les auteurs aiment bien, enfin, disent en général que c'est quand même plus challengeant, en fait, on va dire, de devoir se contenter, en fait, d'un espace ultra limité. Est-ce que toi, ça t'a posé problème ou au contraire, vu que tu avais cette idée depuis très longtemps, tu savais de toute façon en fait comment tu pouvais la développer sur ce nombre donné de pages, sachant qu'en plus avec le reader parfois ils sont un peu flexibles. Ouais, non, c'était pas évident. En vrai, c'était pas évident. Moi déjà, je me fais un peu surprendre sur ma BD quand je dois écrire sur 150 pages où je fais mais oui, bien sûr que ça va rentrer et en fait non, je déborde dans tous les sens. Je parle bien de la BD. Titre, ouais. Oui, j'en étais sûr. Je te voyais venir avec tes yeux. J'ai 12 ans, hein. Tu le sais. C'est vrai. Beaucoup de responsabilités pour quelqu'un de 12 ans. C'est ça. Non, mais ouais, je me fais déjà surprendre sur 150 pages et là, vraiment, sur 25-30, en fait, à chaque fois, on se dit, non, mais c'est bien, au moins, ça me permet de cutter dans les dialogues. Et puis, en fait, quand tu le redessines, tu fais, ah non, là, il faut que je rajoute une bulle, il faut que je rajoute un peu de dialogue, un peu plus d'exposition. Et non, en fait, l'écriture low reader, l'écriture de Gibbs t'impose un peu à faire plein de coupes, plein de raccourcis pour que l'histoire soit vraiment un récit un peu plus pulps. T'as pas besoin de tout expliquer, t'as pas besoin de tout raconter. Faut juste que ce soit une sorte de grand 8 et que ça avance et que ce soit vraiment cathartique, jubilatoire et qu'on puisse vraiment s'amuser dessus. Il y a pas besoin de raconter la grande histoire dans une toute petite qui est vraiment une sorte de petite boule à neige en fait dans un univers et faut faire une sorte de petit compromis avec soi-même. Faut pas mettre tous ses œufs dans un même panier. Là, tu racontes une histoire pour le reader. Tu vas pas écrire tout un univers. C'est vraiment pour un low reader. Du coup, tu racontes l'histoire des personnages que tu mets en scène et pas plus. Et ça, c'est vraiment un exercice dont j'ai pas l'habitude et que j'ai vraiment adoré faire. D'autant plus que même pour l'introduction, en fait, t'as pas la place de pouvoir faire une introduction en bonne et due forme. Donc, en fait, tu démarres tout de suite par une énorme scène, en fait, de course-poursuite où, en fait, tu poses le cadre directement. En fait, on va le voir par la démonstration même de l'action que tu donnes que, y a ce samouraï à moto, il y a les deux gangs qui s'échappent et t'as des énormes démons derrière. Tu voulais vraiment, donc ça aussi, c'était un truc qui était peut-être moins habituel que ce que tu as l'habitude de faire, de dire mais en fait on va pas faire d'exposition quoi, c'est la scène d'ouverture en fait te donne tous les éléments et tant pis si t'arrives en fait, si toi tu débarques en tant que lecteur au beau milieu d'une histoire dont tu supposes en fait qu'elle a un passif que tu vas ensuite expliquer par la suite. Oui, c'est un peu tout le compromis qu'on doit faire et en même temps c'est une autre façon de raconter une histoire quoi. C'est il y a pas de scène d'exposition, il y a pas de texte extra-diégétique, il y a rien de tout ça, c'est vraiment t'arrives au milieu d'une aventure, tu la suis, elle va peut-être continuer après, tu n'en sais rien, mais juste, voilà, t'auras le droit qu'à ça, t'auras le droit qu'à cette petite aventure. Et en même temps, c'est un peu ça, les récits pulp, ça se finit souvent de manière très abrupte, ça se finit, t'arrives souvent au mauvais moment, des fois, je trouve ça hyper intéressant de raconter ce genre d'histoire. Est-ce que tu peux un peu nous dire juste, on va pas donc spoiler l'histoire, même si en général tu sais que moi j'aime aller dans le fond des histoires.
on parle toujours de bande dessinée. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est tu t'as dit qu'elle avait beaucoup changé en fait. Tu peux nous dire en fait quelle était cette histoire au départ, qu'est-ce qui a changé depuis? Qu'est-ce qui a changé depuis? En fait, sans trop spoiler, ça va être dur, mais Après, sinon, je peux mettre des balises spoilers, mais en principe, j'estime quand même que les gens qui écoutent ces podcasts dans une autre ont lu version, la BD. le samouraï repartait avec une des filles pour aller cancel the Apocalypse à San Andreas pour ouvrir une autre faille. Là où dans celle-ci, c'est plus un peu mis sous le tapis. Dans une autre version plus récente, il y avait vraiment plus d'exposition sur quelles étaient les origines. On voit un peu plus des images d'apocalypse, des trucs un peu plus crades. Donc tout ça aussi, tout ce qui est exposition, on a vraiment voulu se concentrer sur l'action pure. Tu vois, mais du coup faire des cuts sur les expositions pour vraiment avoir des doubles pages de combat, des choses plus sensationnelles. Donc il y avait ça, et puis on va dire il y a l'ambiguïté des personnages aussi qui a un peu varié des premières versions. En fait, il y en a plein qui étaient méchants, qui sont devenus gentils, qui étaient gentils, qui sont devenus méchants. Du coup, je jouais sur deux trois petits éléments comme ça. D'avoir pas mal de nuances aussi, parce que c'est vrai que t'es dans un monde qui est assez dur quand même, c'est assez sombre. Et c'est vrai que t'as gentil et méchant, c'est presque un peu trop caricatural, parce que tu t'aperçois qu'effectivement que le héros n'est pas vraiment quelqu'un de très héroïque non plus en tant que tel. T'as quand même beaucoup de nuances de gris dans chacun des personnages principaux. Ça, c'est aussi moi qui me traîne cette histoire depuis que j'ai, je pense, 16-17 ans. Du coup, quand j'avais 16-17 ans, si je m'imaginais mettre un personnage en scène, c'est parce qu'il est le gentil. Et si des personnages restent en vie, c'est parce que c'est les gentils. Et maintenant, en ayant un peu mûri, maintenant que j'ai 35 ans, je me dis, non, les personnages qui restent à la fin sont pas forcément les gentils. T'es pas obligé d'écrire des personnages tout blancs, tout noirs. Tu peux vraiment t'amuser là-dessus. Du coup, j'ai mûri depuis que j'ai imaginé cette histoire, et du coup maintenant je sais un peu plus nuancer, je sais être un peu plus sombre. J'ai lu beaucoup de Lowrider et beaucoup de Doggy Bags aussi, et beaucoup de trucs du label 619 pour me dire ok, c'est comme ça aussi qu'on peut être un peu brutal, c'est à ce moment-là qu'on peut faire un truc un peu anticlimatique et vraiment tuer un personnage de manière pas si gratuite que ça, mais pour décontenancer le spectateur. Donc c'est aussi ça qui a changé depuis mes jeunes années. Est-ce qu'il y a aussi une forme un peu de pudeur, je dirais, parce que c'est quand même une histoire où, en tout cas, sur la baston, sur la violence, sur le sang, en fait, on y va franco. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même un des personnages féminins, en fait, dont on aborde le passé, et où là, par contre, tout passera que par le dialogue, et t'as pas voulu aller forcément dans une forme d'exploitation un peu plus gratuite avec un personnage qui a vécu des sales trucs, parce que tu vois certains personnages du bar où elle s'attend est-ce qu'il se passe quelque chose, et t'aurais pu aller dans cette direction un peu plus corsée, on va dire. Ouais, non, moi alors vraiment c'est des choses que j'ai pas envie de raconter ni de dessiner. Ouais. Donc c'est pas que je trouve pas ça inutile ou quoi, mais c'est vraiment pas ma tasse de thé. Faut dessiner des gens se faire couper en deux, il y a pas de souci, mais voilà, des agressions des agressions sexuelles ou des choses comme ça, c'est vraiment des menaces, ouais. Ouais, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de dessiner. Du coup, ouais, c'est pas tant de la pudeur que vraiment juste pas avoir envie de mettre ça en scène. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Par contre, pour le dialogue, pour créer des expressions, parce qu'il est dur, le dialogue est dur quand même pour le coup. Ouais, non, mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, en fait, il y a des choses qu'on peut raconter par l'image. J'adore la narration par l'image. Dans Yojimbot, c'est beaucoup ce que je fais. J'en raconte pas beaucoup, mais j'en montre énormément. Et là, c'était l'occasion de faire un peu l'inverse, parce que là, pour le coup, les décors sont voilà, c'est la route 66, c'est en plein désert, il y a juste une station-service. Mais par contre, les personnages parlent beaucoup plus, racontent des choses, des faits, racontent des plans qu'ils ont. Et en fait, c'est l'occasion vraiment que les dialogues servent plus que l'image, et du coup, qu'on puisse vraiment juste se concentrer sur les personnages qui sont de dos et qui racontent leur passé. Et d'un coup, t'as plus d'empathie pour eux que si j'avais montré les scènes. Donc ça, c'était une autre phase. C'était un exercice pour moi aussi, parce que c'est pas ce que là j'ai l'habitude de faire sur Yojimba, justement, où il y a très peu de personnages parlants. Là, c'était vraiment l'occasion de faire parler un peu plus les persos et de leur donner plus de caractère par leur dialogue. C'est dur de monter un bon twist
Parce qu'il y en a plusieurs dans l'histoire, dans le dernier tiers quand même, où la situation se renverse, où tu inverses les perspectives à plusieurs reprises, même 3 fois, je dirais, vraiment, de façon assez explicite. C'est dur, ouais, à gérer en termes de rythme, de créer la surprise, ou même de retomber sur ses pattes pour que la chute de l'histoire soit bonne, parce que souvent, en plus, dans les histoires d'horreur, un peu, justement, de Doggy Bags de Lowrider, t'as souvent une chute, quoi, qui parfois renverse, justement, la façon dont tu pouvais percevoir les choses. Ou pas, je sais pas si c'est dur ou pas, mais en tout cas, c'est des choses où il faut pas trop les amener. Pour le coup, faut pas utiliser des trucs de fusil de Tchekhov, tu vois, faut pas trop le mettre dès le départ, faut pas trop que ce soit obvious. C'est un peu comme si t'écrivais toi-même un Cadavreski. Tu vois, t'écris une première fin, tu te coupes, tu te reposes, t'écris la suite en disant ouais, mais ça, ce serait encore mieux. Et après, t'essayes de faire en sorte que tout ça soit digeste, que tout ça ait suffisamment d'écart de page aussi pour qu'il n'y ait pas un twist toutes les 2 pages, même si là, sur la fin, ça donne un peu cette impression-là. Mais en fait, il faut qu'il y ait vraiment que ça reste digeste, et du coup, c'est plus ça qui est important, c'est garder le côté où on n'ait pas l'impression qu'on se fout de notre gueule, ou toutes les 30 secondes, je change d'avis. C'est plus en fait réorienter à chaque fois un tout petit peu pour arriver vers une fin qu'on n'aurait pas imaginée dès le départ. Ok, parce que moi j'aurais juste un reproche. Ok. Un reproche à faire. Juste sur la conclusion, en fait, où le samouraï, en fait, accepte très vite, en fait, les révélations qu'il a pour devenir au final ce qu'on lui dit qu'il est, et t'as pas trop le temps de voir se rendre compte, en fait, de cette acceptation. Oui, bah là déjà j'avais plus de pages. Et en fait dans ma fin, c'est plus il se rappelle de tout ce qu'il est. Donc en fait, il a pas besoin de tant l'accepter que ça, c'est juste sa vraie personnalité que le souvenir revient directement, ouais. Donc c'était plus dans cette idée-là, enfin tu vois, il y a un miroir l'idée du miroir qui se brise et que il se rappelle de tout. C'était plus ça l'idée. Mais oui, en fait, c'est tout le problème qu'on se disait au début, c'est que sur une histoire de 25-30 pages, bah il y a des compromis à faire, et pour des histoires comme ça, tu vois, j'aurais bien aimé faire 5 pages de lui avec la tête dans la main, sa tête, pas la tête des autres, genre. Oui. Mais sa tête dans la main, où il se remet en question, il se dit pourquoi, comment, machin, tu vois. Mais ouais, sur une histoire comme ça, aussi courte, tu peux pas trop le faire. Et c'est pas le genre d'histoire que t'aimerais, parce qu'on a vu, par exemple, Petit Rapace le faire avec Slum Kids, en fait, c'est de dire, c'est une histoire vraiment à portée unique, t'as pas envie d'en faire un univers plus étendu, Pas de celle-ci, non, mais j'ai d'autres histoires un peu dans le genre qui seraient tout aussi cool. Là, juste celle-ci, c'est une des premières que je peux mettre en scène et que je peux montrer, mais dans ce genre, j'en ai plein, parce que je me suis pas imaginé que celle-ci. Mais ouais, j'ai plein d'histoires qui, pour coup, marcheraient peut-être mieux en format un peu plus long. Pas forcément un album relié et tout, mais... Alors, je sais que tu travailles d'habitude en numérique, mais là, t'es passé en tradi, pour une partie des planches, en tout cas. Ouais, bah du coup, j'avais envie un peu pour cet album, comme c'était un truc un peu plus noir, j'avais envie de retourner sur quelque chose de plus graphique, pouvoir m'amuser sur papier, retrouver un peu d'écriture au niveau du dessin, et qui marche mieux sur papier, justement, quand on a besoin de créer des trucs un peu plus gore, un peu plus viscéral. C'est plus agréable, franchement, sur papier. Tu vois, on peut rajouter des détails, on peut s'amuser, on peut laisser le dessin un peu évoluer. Alors que sur numérique, ça aurait été un peu trop rigide pour faire des scènes comme ça, des scènes un peu trash, des visages très expressifs. Ça, j'y arrive mieux sur papier au final. D'accord. Donc c'était pas trop dur pour toi de te remettre, on va dire, au papier, alors que tu fais un Yojimbot en numérique. Il a fallu que je retrouve un petit protocole quand même, des petites marques, ouais. Voilà, que j'avais un peu perdu, parce que c'est je fais mes crayonnés. Là, j'ai fait un peu mes crayonnés, mes structures au numérique, que j'ai imprimé, que j'ai passé à la table lumineuse, que j'ai, enfin, tu vois, rien que j'ai dû racheter du papier. J'étais persuadé que j'en avais. Enfin, tu vois, j'ai dû retravailler un peu tout mon matériel jusqu'à les faire. Et du coup, maintenant, je suis très content. J'ai vu ce que ça donnait, et j'avoue que l'exercice me plaît bien, en plus, pour ce genre de récit court. Après, repasser sur un album de 150 pages en tradi, sur papier, ouais, non, là, ça risque d'être un peu long. Mais voilà, pour 25-30 pages, c'était parfait. C'est quelque chose qui te semblait faisable. Ok, très bien. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à toi, Arnaud. On va revenir avec Run d'ici quelques secondes. Et voilà. Et c'est ça la magie du montage. C'est que,
en temps réel, il ne s'est passé que à quelques secondes, mais dans l'intervalle du temps, j'ai pu aller à la rencontre de Baptiste et Sylvain pour qu'ils me parlent un petit peu de leurs histoires. Mais on est de retour avec toi, Run, dans ce podcast sur le Low Reader 5, donc avec cette fameuse histoire œil pour œil. Et cette magnifique cover de Sean Pierce. Mais Sean Pierce qui en a déjà fait. Qu'on a déjà fait, ouais. Là, c'est du premier, non? Là, je t'avoue qu'on était on était en galère sur la cover. Je me disais, putain, on n'a pas encore la cover et tout. Parce que t'avais dépêché quelqu'un de le faire avant, quelqu'un d'autre, et en vrai, Sean est venu on avait recontacté Ed Repka, mais on n'avait pas de nouvelles. Et puis, tu sais, le temps passe. Toi, tu bosses sur Jaune, tu bosses sur machin et tout. Tu prépares le Kickstarter. Puis d'un coup, tu te dis, t'as Rutsev qui dit, on a besoin de la couve. Ah ouais, la couve, merde. Ah oui, ah mince. Et à ce moment-là, genre, dans 24 heures après, il y a Sean Pierce qui dit, salut les gars, ça va et tout. Écoutez, là, si vous avez besoin d'un truc ou quoi que ce soit, voilà, je suis dispo, j'ai fini mes trucs et tout. On m'a dit, ouais, tu voudrais bien faire une cover sur Low Reader. Tiens, on lui a envoyé des images de Sylvain, tu vois. Ouais. On lui a dit si tu peux caser un corbeau là-dedans. Donc, highway, couleur un peu orange, apocalyptique, des monstres, un peu japonisant, un peu démoniaque, etc. Et puis, hop, très vite, il nous a envoyé son ref, et puis très vite, il nous a envoyé le résultat final, quoi. Merci à lui. Ouais, très content. Mais moi, j'aime bien bosser avec Sean Pierce, vraiment. Mais de mémoire, c'était lui la couverture du 1, non? Du Low Reader 1. Du Low Reader 1, ouais. Puis on avait eu dans Doggy Bags aussi, plusieurs, j'imagine. L'anthologie Doggy Bags aussi, c'est lui, etc. La couverture aussi de Sang d'encre, les recueils de nouvelles de Tanguy Mondias. Moi, j'aime beaucoup Sean Pierce. Ah, d'ailleurs, il est très cool. Ouais. Il vit à Sainte-Augustine, en Floride. Première ville américaine. Bon, bref, ça, c'est encore tout un délire. C'était un délire, un autre délire. Mais je me rappelle plus si Tanguy il est présent dans ce numéro. Ouais, il a fait une grosse histoire qui s'appelle L'homme de la mire, qui a été mis en page par Yuck. Donc voilà. Là, on est en train de feuilleter les pages, donc c'est vraiment pas. Non, mais voilà, c'est ça. Il y a la faute dans son prénom. Exactement. La typo. Ça fait 1000 ans qu'on bosse avec et on arrive encore à faire une coquille dans le nom du gars. C'est ça. Excuse-nous, Tanguy, on est vraiment des buses. Oui, c'est ça. Ça m'avait marqué. Je m'étais dit, mais attends, pourtant j'avais déjà lu son nom. Et là, je tourne la page et je vois aussi Gax, qu'on a donc Guy Vallée, avec qui on est en contact depuis des lustres, avec qui on a toujours envie de travailler. On sait jamais trop comment faire. Mais là, je lui ai demandé, justement, je trouvais que le propos de l'apocalypse démoniaque, je me suis dit, lui, il va faire un truc vraiment super. De faire une petite pin-up, illustration plein de pages. Donc, ouais, vraiment super gars, super taf, vraiment talent de fou aussi, Gax. Donc, voilà. Très bien, toujours de voir que ça te permet quand même de réunir vraiment tout un petit monde, en fait. Et Guillaume Saint-Gelin qui a fait les épilogues de Lazare, c'est une première aussi. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, j'étais sur le bouclage des deux projets, Jaune et Œil pour Œil. Je devais partir en vacances parce qu'on avait posé les vacances de manière complètement arbitraire. Donc, oui, parce que t'es parti aux États-Unis, c'était. Ouais, c'est ça. Bon, je passe les détails, mais en fait, c'était mes premières vacances depuis 2 ans, depuis que ma femme avait eu son problème de santé. Et donc, forcément, ce problème de santé indique qu'on a besoin de 1000 autorisations avant de pouvoir quitter le territoire. Ouais. Donc, on avait dû poser une date arbitraire longtemps à l'avance. Et il se trouve que cette date, c'était malheureusement en plein bouclage. Donc, moi, j'avais juste pu finir Jaune et les articles et mon histoire œil pour œil avant de partir. Et je me suis dit, là, je vais pas pouvoir faire les épilogues, si bien qu'on s'est même demandé s'il fallait faire des épilogues. Et Blacky s'est proposé. Donc, j'ai dit parfait. Donc, je lui ai envoyé les textes et puis il s'en est occupé. Donc, Blacky, il a vraiment bossé beaucoup sur cet opus de Low Reader. J'ai envie de dire, ouais, quel chemin de croix. On en reparlera un petit peu après, je pense, mais effectivement, on voit que là, ça a été un bon gros chantier. Mais cette histoire, donc, œil pour œil, t'en parles un petit peu au tout début de ce podcast, cette envie de reprendre le personnage de Popeye et de lui inventer, en fait, un passé, en fait, qui ne se retrouve pas forcément dans le lore. Ouais. C'est donc ça vraiment l'idée, c'est parce qu'en fait en plus le personnage est tombé donc dans le domaine public il y a peu de temps, donc c'est aussi une opportunité pour toi de reprendre. Qu'est-ce qui te plaît chez Popeye en fait? Ce qui me plaît, c'est que c'est un personnage un peu fourre-tout, justement parce qu'il a pas de lore à proprement parler. Moi, je t'avoue que moi je le connais très mal, j'ai dû voir quelques épisodes de dessins animés quand j'étais petit, c'est du mais délire voilà. visuel en fait. Popeye, c'est un peu absurde.
Tu vois, il se retrouve chez Sinbad le marin, il se retrouve à New York, il est président, il a été tout, Popeye, tu vois, c'est Popeye le marin, mais en vérité, il a déjà été tout dans les dessins animés, tu vois, des années 30, 40. Et donc, l'idée, c'était moi, ce que j'aime bien chez ce perso, c'est justement ce concept de personnage fourre-tout. Graphiquement, j'aime bien, tu vois, je trouve qu'il y a un truc un peu old school, hypertrophié, ouais, c'est ça, postures, ses avant-bras vraiment, et ses avant-bras énormes, un peu sa sale gueule aussi, tu vois, et sa tenue de marin, ouais, il y a un côté comme ça un peu rétro que j'aime bien. Et moi, mon idée, c'était de le dessiner avec mon style à la base, tu vois, simplement. Et puis progressivement est venue l'idée de. Alors moi, j'aime pas le lore de Popeye en règle générale, c'est-à-dire Olive, Mimosa, Brutus, tous les personnages secondaires, son oncle là qui bouffe des hamburgers et tout, je sais plus comment il s'appelle, mais j'aime pas ces personnages-là en fait. Pardon. Ouais, Brutus encore à la limite, je peux bien aimer, mais moi c'est vraiment Popeye quoi. Et l'idée de base que j'avais, c'était de le dessiner avec mon style. Et puis, progressivement, je me suis dit, bah tiens, il y a peut-être un truc à traiter avec le temps qui passe, tu vois. Donc, en fait, on découvre Popeye sous sous deux aspects différents, en fait, deux époques différentes. La première à l'aube de la Première Guerre mondiale, et puis la deuxième en 1941, juste avant, avant l'entrée en guerre des États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale. Et j'avais envie d'en faire un personnage un peu vieillissant, tu vois, qui a vraiment, pour le coup, qui est marqué par le poids des années, finalement qui est pas si vieux, mais qui a une espèce de, tu vois, de vieillesse limite prématurée par tout ce qu'il a vécu, tu vois. Et puis ouais, de vraiment lui faire une bonne vieille sale gueule, tu vois, et puis et essayer quand même de le rendre stylé malgré que ça soit un vieillard un peu dégueulasse, tu vois, avec des cheveux filasses, une espèce de calvitie, tu sais, les calvitie plus cheveux longs filasses, tu vois, c'est toujours bien dégueulasse dans la vraie vie, tu vois. Et là, c'était essayer de rendre ça stylé, tu vois. On s'excuse pour tous les vieux chauds avec des cheveux longs qui nous écoutent. Bah ouais, mais dites-vous que je vous ai rendu stylé dans une BD, donc parce que vous êtes dégueulasse dans la vraie vie. C'est ça. C'est noté. Et puis moi, moi, c'est pas garanti que je devienne pas comme ça non plus. On en reparle dans quelques années, ouais. Donc vous inquiétez pas, il y a aucun jugement. On avait dit pas le physique, mais c'est ça. Là, tu y allais, tu te dis ouais, je m'en bats les couilles. Mais ouais, donc voilà, et puis un peu barbu, un peu, tu vois, je regardais des photos un peu de gens vieux torse nu, voir un peu comment la peau réagit, tu vois, tout l'endroit où c'est plissé, tu vois, ouais, quand j'étais dans le supermarché, que l'été je voyais, tu vois, si vous avez vu quelqu'un qui était en train de mater des vieux comme ça dans les supermarchés, c'était Ron. N'appelez pas la police. Quand je voyais des vieilles personnes, tu vois, des vieux qu'est-ce que vous faites, monsieur? Mais non, je suis auteur de BD, c'est pour des recherches et tout. Je regardais le coude, je me disais ah ouais, donc quand le coude il est comme ça se plie comme ça et tout. Tu sais, donc l'idée c'était de rendre entre guillemets la vieillesse, parce que tu sais, la vieillesse, on va tous y passer, hein, donc, mais de la rendre. Non, moi pas, non. L'espace d'une 30aine de pages, de rendre ça un peu cool quand même, tu vois. Ça a été dur de trouver ce design au final, ou ça s'est venu assez naturellement? Ouais. Non, Popeye. Ce qui était plus dur, c'est le design de Popeye jeune, avant qu'il ait sa gueule comme ça. Ouais. Là, je t'avoue, j'ai un peu cherché parce que. Ça, je sais pas, du coup, dans le dessin animé, ça n'existe pas, il y a pas de. Non. De flashback, on va dire. Non. Et donc j'ai essayé de. En fait, moi, je suis parti du fait que sa déformation de visage provienne d'un tir à la guerre. Donc il fallait que je le fasse. Quelle tête il aurait pu avoir avant la déformation de visage. Dans les dessins animés, il a une déformation de visage d'entrée de jeu. On sait même pas pourquoi il est comme ça en fait. Tu vois. Ouais, c'est juste un design mais qui a jamais été expliqué. En fait, toi, tu lui donnes une explication rationnelle. C'est ça. Et puis Popeye, ça veut dire œil crevé, tu vois. Oui, pas pareil. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Donc en fait, il a un œil crevé. Et puis dans le dessin animé, tu vois, il a la bouche un peu déformée. Donc moi, je me suis dit, à tous les coups, il s'est pris une balle dans la tronche, quoi. Mais je veux dire, on sait ça historiquement, si les créateurs de Popeye avaient ce genre de truc en tête, ou non, je pense que c'est un vétéran de la guerre, on imagine. Ouais. On imagine. Apparemment, c'est inspiré d'un gars, même si le créateur l'avait démenti, mais c'était inspiré d'un gars qui vivait dans la ville de l'auteur en question.
qui était marin. Puis lui, pour le coup, il y a des photos qui traînent sur le net qui est édenté, donc ça te fait tout de suite une drôle de gueule, quoi, tu vois. Et voilà. Et moi, en fait, quand j'ai commencé à poser mon lore, je voulais faire une histoire qui se passait dans les années 40, parce que c'est une époque que j'aime beaucoup. Et du coup, je me suis dit, bah alors, il était donc quand il était jeune, il a servi pendant la Première Guerre mondiale, mais moi, je voulais absolument qu'on retrouve sa tenue de marin blanche. Sauf que en cherchant, je me suis dit, putain, en fait, des marins en tenue de marin blanc à terre, il y a quasi rien. Et c'est là où je suis tombé sur Veracruz. L'occupation de Veracruz, c'est le seul événement où j'ai vu des marins habillés en marin avec le chapeau de marin, etc., au sol avec des armes, etc. Sinon, j'en ai jamais vu nulle part. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais poser ma première scène, entre guillemets, de flashback, on va dire, à cet endroit-là, à Veracruz, quoi. Comme ça me donnait la possibilité de le faire en tenue de marin. Et voilà. Et ensuite, ensuite, il s'engage dans les Marines, tu vois. Mais d'aborder aussi, du coup, ce moment historique, en fait, qu'est l'occupation de Veracruz, qui est, comme tu le dis, et je pense comme beaucoup de gens qui vont lire le Lore Reader aussi, en fait, ne savent pas ce que c'est. Ouais, et même moi, tu vois, quand je me suis dit, ah ouais, tiens, c'est vrai qu'il y a une occupation des Américains sur une ville, tu vois, du portuaire du Mexique, tu vois. Et moi, encore une fois, c'était très graphique à la base. Hein. J'ai cherché vraiment le côté esthétique d'avoir la bonne tenue, tu vois. L'événement en tant que tel, je trouve pas si intéressant de prime abord. Après, c'est vrai que quand tu creuses un peu, tu fais, c'est quand même intéressant parce que l'idée, c'était tu vois, il y avait le général Huerta qui avait pris comme en possession du Mexique après la guerre civile, et en fait on sentait que les Américains sentaient que l'Allemagne étendait son influence au Mexique. Il y avait des livraisons d'armes entre les deux pays, etc. Et ils se sont dit, allez, hop, stop, on arrête. Alors c'était aussi un prétexte parce qu'il y avait, de toute façon j'explique tout dans le Reader, mais il y avait eu un affront qui avait été fait vis-à-vis de l'armée américaine quelques semaines auparavant. Oui, avec des marins qui avaient été emprisonnés. Des marins qui ont été emprisonnés, donc ils se sont dit, même s'ils avaient été relâchés tout de suite, ça avait été un peu un camouflet pour l'armée américaine. Puis là ils se sont dit, ok, allez, c'est bon, les Mexicains, on va leur montrer que, tu vois. Puis le but était aussi de soutenir, tu vois, le président en face, tu vois, pour bon, bref, de toute façon, c'est très américain, hein, tu vois, de participer comme ça aux guerres civiles dans des pays et puis des coups de force et d'essayer de gérer la politique à la place. Ouais. C'est ça. Et je trouvais ça intéressant, en fait, esthétiquement, et puis tout simplement de faire un petit focus là-dessus. Et puis après, le deuxième événement, c'est le coup de force des Marines à Bois Bello, tu vois, où là, pour le coup, c'est les Marines américains qui ont c'est légendaire pour Bois Bello en France, tu vois. Okay. Ils ont combattu les Allemands, mais en vérité, tout le monde s'accorde à dire qu'ils étaient pas si forts, les Marines. C'est juste que ils étaient jeunes, fraîchement débarqués, ils avaient la niaque, ils ont été massacrés à Bois Bello, mais ils ont quand même réussi à venir à bout des Allemands parce que ils y allaient comme des chiens enragés. Les gens disaient c'était des chiens enragés. Les mecs, ils vidaient tu vois, les chargeurs anti, ils en venaient jamais à bout parce que les gars, ils étaient pas organisés comme, tu vois, comme les soldats européens, entre guillemets, et surtout, ils étaient pas rincés. L'armée allemande en face, ils étaient rincés chez rincés. 4 ans de guerre, donc. 4 ans de guerre, donc ils se sont complètement fait cueillir là par les Marines. Et eux, c'est leur fait d'armes, leur giga fait d'armes. Alors, effectivement, c'était héroïque parce qu'ils ont chargé à la baïonnette et tout, tu vois. Les mecs en face, ils avaient des mitrailleuses et tout. Mais je trouvais ça intéressant de se dire, tiens, il y a un truc qui marche bien là-dedans, tu vois, par rapport au personnage de Popeye. Donc, et qui te permettait d'expliquer aussi son allure défigurée. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est quoi son rapport à la guerre, au conflit Est-ce que ça vaut le coup de se battre, tout simplement. Mais donc c'est des questions qui m'interrogent toujours encore aujourd'hui, hein, tu vois. Ouais, sur le pourquoi se battre et après et même sur la nécessité en fait de se battre. Parfois, ouais.
En fait, t'es pas, et même dans la conclusion aussi, hein, tu l'illustres avec le corbeau aussi, qui dit en fait que la paix qui ne s'obtiendrait que pacifiquement, en fait, ça n'existe pas parce que justement, ceux qui veulent t'agresser, bah eux, ils hésiteront jamais en fait à être des agresseurs. Après, ça peut enfoncer des portes ouvertes que de dire qui veut la paix prépare la guerre, mais en vérité, je pense que vraiment la paix parfois malheureusement ne peut s'obtenir quand t'as affaire en face à quelqu'un qui veut aller jusqu'au bout. T'as pas 36 solutions, quoi. C'est-à-dire soit tu te soumets complètement pour avoir la paix, et est-ce que c'est la vraie paix, ou est-ce que tu dis au gars non, stop en fait. Tu vois. Et t'as cette histoire dans le présent qui est aussi une histoire de conflit, mais à échelle beaucoup plus réduite, mais où là peut-être, et tu l'exprimes aussi un petit peu dans ton intro, où t'avais juste envie aussi, c'est là que je parlais de plaisir également, dessiner une bonne grosse scène de baston. Ouais, bien sûr. C'est ça aussi. De la bagarre. Alors, en fait, on te connaît, hein, t'es habitué à des scènes d'action généreuses, hein, je pense qu'on a pas mal d'albums de Moutafoukaz et de MFK2 pour l'illustrer. Là aussi, tu te fais plaisir, en fait, dans la mise en scène, avec notamment, il y a deux choses que moi j'ai. Après, je vais pas dire que je connais toutes les planches par cœur, mais cette façon de mettre le coup en deux temps, vraiment avec l'impact d'un côté et l'éjection de l'autre, où je suis pas sûr que tu le fasses non plus ultra souvent. Et par contre aussi ce plan vu de la mâchoire d'un des mecs qui se fait péter la mâchoire du coup, que je trouve absolument génial. De l'intérieur. Ouais, de l'intérieur. Ouais, moi, je bloque sur les dents en fait. C'est vraiment. On soupçonne que j'ai une hypominéralisation des. Donc toi t'as peur de perdre des molaires et prémolaires. Donc j'ai eu quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de soucis de dents, et moi c'est une phobie de perdre mes dents, c'est un truc de fou. Je bloque sur les dents. Donc pour moi ça a été cathartique. Un peu cathartique de faire ce Popeye, tu vois, mais parce que pour œil c'est la suite, c'est dent pour dent, tu vois. C'est vrai qu'il se fait péter une dent dans l'histoire, donc il faut aller en récupérer une après. Sur le peu de dents qu'il a, il dit qu'il fait le calcul et il se rend compte qu'il y en a une en moins. Mais c'est bon, voilà. En fait, à la base, je voulais faire de la bagarre, et puis au fur et à mesure que je faisais mes scènes, j'y apportais un peu malgré moi un peu de fond. Je me disais mais c'est toujours sympa d'ajouter un peu de fond, un peu de discours finalement aussi moi je t'avoue, c'est des questions qui ça me pose toujours question, cette histoire de paix et de guerre, tu vois. Pour moi, les deux sont étroitement liés, malheureusement. Et puis cette phobie des dents. Donc, je me suis dit, au travers de ce segment, je vais tout mettre là. Ouais. La bagarre, le plaisir instantané de la bagarre bas du front, tu vois, la phobie, ma phobie dentaire, et ce questionnement sur la paix, quoi. Comment on dessine une bonne scène de bagarre? Honnêtement, je sais même pas si la scène de bagarre est bonne, hein. Mais elle a quand même un certain impact, quoi. Comme tu dis, c'est dans le découpage, cette façon de montrer, notamment le premier coup de poing. Enfin, t'as vraiment ce truc en 3 temps. C'était le point qui atterrit, le mec qui vole, et puis après l'extérieur avec le mec qui traverse la vitre. T'as quand même vraiment cette forme de, là aussi, on est en train de feuilleter, mais ce côté, 2 temps, tu vois, ce truc en 2 temps. Il faut que ce soit un peu impactant. Tu vois l'impact des coups de Popeye qui effectivement. En fait, Popeye, pour moi, il doit distribuer des patates de forain, quoi. Tu vois, ça doit vraiment faire mal. Et puis, c'est un peu en même temps, je voulais que ce soit cartoon, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, si tu regardes bien, j'utilise jamais des étoiles à l'ancienne comme ça, ou des fumées, tu vois, un peu à l'ancienne aussi, ou des petits oiseaux qui tournent autour des têtes. L'idée, c'était de prendre des éléments qui font très rétro et de les moderniser un peu, tu vois. Ouais. Donc c'était ça, et puis cette esthétique, hein, des oiseaux ou des dents qui un peu dessin animé, mais qui sautent, qui rappelle Cuphead aussi dans cette esthétique, tu vois, années 30, tu vois, c'est dessin animé années 30 à fond. Donc l'idée, c'était de mêler mon style un peu moderne avec des éléments un peu rétro, et puis en plus là pour le coup j'ai travaillé tout au crayon de bois, quoi, au Critérium. Il y a pas d'ancrage, hein, donc ça donne un petit côté éthéré à l'ensemble que je trouve un peu sympa, parce que ça rappelle un peu les cartes postales des années. Tu sais, moi j'ai beaucoup de cartes postales. D'ailleurs, le short story, l'intro, c'est toutes mes cartes, c'est ma collection perso. Il y a toujours ce petit côté un peu, on dirait qu'il y a un voile, tu sais, sur les images. Tu sais, il y a pas de, c'est des dessins, mais il y a pas de contour très net noir ou quoi que ce soit. Moi, Moutafoukaz, c'est très noir au niveau du contour et tout. Et là, tu vois, il y a vraiment un aspect, tu vois, un peu éthéré. T'as l'impression qu'il y a un voile.
velouté, quoi, tu vois, par-dessus. Et je t'avoue que ça m'a un peu plu de bosser comme ça. Donc, c'est-à-dire que t'as tout fait sur parce que tu parlais de crayon de bois, donc t'as... Ouais, en planche originale, ouais. Waouh! Donc, il y a des planches originales de la baston de Popeye. Ouais, puis même ça, c'est de l'aquarelle, par exemple. Ok, ouais, donc t'as pu aussi, bah voilà, parce que t'as aussi pu t'amuser, en fait, à travailler un petit peu différemment par rapport à quand t'es en full numérique. Bah, c'est ce que permet le reader, c'est-à-dire, tu sais, au bout d'un moment, tu peux faire tu peux repartir sur un style graphique complètement différent, ce qui est un peu plus gênant quand c'est une BD qui a déjà 3 tomes, même si Moutafuka, je peux me le permettre, mais par exemple, je pourrais pas me permettre de faire le tome 3 entièrement en critérium, tu vois. Ouais. Des passages, pourquoi pas, mais pas tout. Donc, c'est ce que permet le reader, des petites récréations, puis des petites expérimentations, même si de ce genre de rendu, j'avais déjà fait dans le Moutafuka Arc 1, mais là, le fait que ce soit rétro, tu vois, avec des habits des années 40. Tu voulais aussi te dessiner de façon rétro, entre guillemets. C'est ça, ouais. Un petit peu. Très bien. Et justement, on l'aborde aussi un petit peu au début de ce podcast, mais et ça, c'est une question que je vais te poser aussi, parce que je t'ai vu en parler sur les réseaux, que et de toute façon, en fait, avec ceux qui nous écoutent, avec les chroniques de Doggy Bags et les podcasts sur Lowrider, le savent à chaque fois que, en fait, chaque Lowrider, c'est un chantier, en fait. C'est un gros chantier avec beaucoup d'énergie qui est mise. Et tu as évoqué quand même le fait que c'était quand même devenu très fatigant pour toi, en fait, de maintenir cette anthologie et de continuer de la publier. Bah oui, parce que c'est un travail à temps plein. En fait, les gens se rendent pas compte, mais si tu veux vraiment faire les choses bien et carré, tu vois, et méthodiquement, chose que je n'ai pas le luxe de pouvoir faire, ça prend entre guillemets du temps, tu vois. Moi, c'est toujours pareil, c'est qu'il y a plein de projets sur le feu et je passe de l'un à l'autre, etc. Donc à un moment, je sens aussi mes propres limites, c'est-à-dire que sur un Lowrider, c'est collectif. Donc il faut être derrière les auteurs. Les auteurs, s'ils rendent pas leur planche à temps, s'ils ont eu un problème ou quoi que ce soit, ça rallonge d'autant. Donc t'es toujours en train de t'adapter tout le temps. Et ça, parce que t'as des imprévus tout le temps aussi, hein, à chaque fois, en fait. T'en as pas les tiens perso, plus quand t'as 3 auteurs, ou des fois 4 s'il y a des scénaristes, ou 5 ou 6, peu importe. C'est-à-dire qu'il y a jamais un Lowrider ou un Doggy Bags qui s'est fait il y a toujours un smooth, imprévu. Il y a toujours un imprévu, il y a toujours un truc qui se passe pas comme prévu. Il y a toujours un problème quelconque. Il y a aussi, comme je te dis, à un moment donné, il faut donner un nombre de pages. Et puis ensuite, si tu délègues des articles, il faut... Encore une fois, faut s'adapter. Ou alors, s'il manque un article, tu t'y colles. Mais du coup, tu vois, c'est du travail. T'as les pages d'épilogue, t'as la couverture, t'as tout ça à penser. Et 2 fois par an, en fait, tu te rends compte que t'es quasiment, je vais pas dire tout le temps en bouclage. Mais il y a pas que le reader à gérer. Il y a aussi tout le reste, en fait. Donc moi, c'est vrai que là, sur celui-là, je t'avoue, j'ai perdu des points de vie parce que quand j'étais en vacances, j'étais pas vraiment en vacances dans ma tête. Je me disais, putain, j'espère que quand je vais rentrer, il aura fini ici, ouais, ça sera et quand je rentre, c'était pas fait. C'était pas fini. Donc, je sais que ça a dû être, je rentre, je me chope le Covid. Malgré le Covid, il faut envoyer les fichiers, il faut finir les trucs, ça m'a épuisé et quand j'ai les chiffres, c'est con, hein, mais on en avait déjà parlé dans des chroniques de Doggy Bags, tu vois. Je disais, les retours, c'est important parce que c'est ça aussi qui te motive et l'absence de retour peut te démotiver. Mais quand t'as pas de retour, parce que là, sur Doggy Bags, à part sur le reader, à part quelques mecs un peu toujours les mêmes sur les réseaux sociaux qui disent, qui déclarent, tu vois, leur flamme au projet, on a l'impression qu'on sort les trucs, moi j'avais utilisé cette expression de je pisse dans la mer, en fait. J'ai vraiment cette sensation, ça ne change rien, en fait, et ça ne change rien, j'ai l'impression que ça ne change rien ni au paysage éditorial ni, et du coup le seul indicateur qu'on a, c'est les ventes. Voilà. Et les ventes, je trouve. Donc déjà, quand t'as pas de retour des lecteurs ou très peu, et en plus les ventes, elles te paraissent pas suffisantes par rapport à l'énergie déployée. Alors elles sont pas vilaines, hein, les ventes, mais
encore une fois, c'est toujours une histoire de priorité. C'est-à-dire que une journée, ça fait jamais que 24 heures, tu vois. Enfin, une journée, je parle, un jour, ça fait 24 heures, tu vois. Donc, une journée, il faut dormir aussi. Ouais. Donc, à un moment donné, tout est histoire de priorité. Donc, qu'est-ce que tu priorises, en fait, tu vois. Donc, entre tes projets perso, des projets d'autres BD et mettre. Puis suivre des auteurs qui attendent potentiellement un retour, faire des envois, machin et tout. Donc là, j'ai décidé de temporiser certaines choses. Et en l'occurrence, le Reader 5, le Reader, je me suis dit le 5, ça va être entre guillemets un test. Si on a vraiment si je sens qu'il se passe un truc, qu'il y a une motivation des gens, des retours, etc. Bon, peut-être que je reverrai mon jugement et que on essaiera de trouver une organisation différente et tout. Mais là, pour l'instant, dans ma tête, c'est bon. Je mets en pause le projet. Ça veut pas dire que je l'arrête ou quoi que ce soit, mais là, je fais une pause parce que moi, il faut que je termine MFK 2 tome 3. Oui. On attend l'histoire, on attend la fin. Le Kickstarter, c'est pareil aussi, c'est un gros morceau. On peut faire juste une pause sur une parenthèse sur le Kickstarter. Quand même, bravo. Parce que 500% en 4 heures, et j'imagine bien, parce qu'à chaque fois je le dis dans une autre mesure, mais j'ai fait une campagne de financement participatif dans ma vie qui reste pour moi un souvenir horrible, vraiment, que j'ai très 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 mal vécu, même si techniquement on avait atteint les 100%, mais nous on les a atteints dans la douleur en fait, genre 10 jours avant la fin, et c'était très pénible, très 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 pénible. Mais voilà, c'est pour ça que je me dis que ça a dû être énormément de pression. D'autant plus que nous, l'objectif, on l'avait mis à 10 000. Oui. Et 10 000, tu fais rien. Tu fais rien du tout. Donc toi, tu avais un impératif, effectivement, de devoir au moins atteindre ces 500% à la fin. Ouais. Tu l'as fait en 4 heures. Nos 500%, c'est nos vrais 100%. Voilà, c'est ça. Mais si tu veux, le problème, c'est qu'il y avait deux réflexions qu'on avait eues avec Turbo Kid. C'est que le premier, plus vite tu atteins tes 100%, plus vite tu as la possibilité d'être poussé par l'algorithme de Kickstarter. Donc on est toujours encore une fois dépendant des algorithmes, c'est un truc de fou. Et encore une fois, si t'es pas, déjà que je me plains de temps en temps qu'on est invisibilisé, notre travail est invisibilisé, notamment dans certaines librairies. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait hier une réunion avec des libraires et tout pour discuter de tout ça. Mais si en plus, quand tu fais un Kickstarter, pareil, t'es invisibilisé pour X raisons. Donc la stratégie, c'était de mettre un palier très bas, de manière à le remplir très vite, et que l'algorithme se dise tiens, il y a un truc qui se passe avec parce que l'algorithme, il regarde pas si ton projet est qualitatif, il regarde en combien de secondes t'as atteint ton palier. Et donc grâce à ça, on a eu un coup de cœur Kickstarter. Alors je sais pas si ça a beaucoup joué pour la suite, mais à l'heure où on enregistre, vous êtes quasiment en train de passer les 100 000 euros. Donc ça, mais c'est très bien. Mais en tout cas, c'était un risque, parce que moi je disais aux gars, si jamais on fait 12 000 sur l'ensemble de la campagne, il va falloir qu'on sorte l'argent de notre poche. Et là, c'est un autre délire, parce que si ton 100% il est à 10 000, ça veut dire que ceux qui ont backé, ils sont obligés d'avoir leur figurine. Oui. Et la figurine, si tu fais un moule pour 5000 figurines, ou si tu fais un moule pour 3 figurines, il coûte la même chose. Il coûte un prix astronomique. Donc c'était très compliqué. Donc heureusement, le pari est plutôt réussi quand même. Est tenu, mais c'est toujours effectivement, c'est toujours un stress. Et puis c'est aussi du travail en amont, tu vois, les illus faites pour les roadmaps, etc. Bon bref, peu importe. Mais ce qui fait que moi je voulais pas faire, à la base je voulais vraiment éviter le Kickstarter, mais on peut pas éviter un Kickstarter parce que les sommes sont trop considérables pour le moule et tout, on peut pas les sortir de nous-mêmes, l'argent on l'a pas en fait. Donc voilà, c'est ok, bon, on fait des figurines, ok, dans ce cas-là, soit tu t'y mets vraiment, soit tu t'y mets pas, mais il faut faire des choix quoi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand il y a tout qui tombe en même temps, là, j'avais 2 bouclages le même jour, jaune et le Reader 5. Vas-y, c'est trop en fait, c'est trop compliqué. Mais est-ce que tu penses, parce que effectivement, l'angoisse que j'aurais de mon côté, c'est de me dire putain, est-ce que c'est le dernier
chronique de Lowrider qu'on enregistre avant un certain temps. Alors je sais qu'on refera d'autres podcasts ensemble de toute façon vu tes autres projets, mais est-ce qu'une solution serait pas simplement de ralentir le rythme, parce qu'effectivement tu dis 2 fois par an, mais si ça devient une revue annuelle, est-ce que ça peut être une solution? C'est ce que Nadia dit, etc. Mais moi, donc Nadia qui est éditrice chez Rutzer. Moi, mon postulat il est simple, c'est que si tu choisis pas de faire une pause, tu fais pas de pause. Ouais. Parce que si tu dis pas à un moment donné, ok, je fais une pause, ok, t'en fais un par an, mais ok, mais il faut quand même aller chercher les auteurs. Tu te remets dans un circuit de faire au moins un Lowrider. Donc, t'as un auteur, t'as un deuxième, il en manque un troisième. Faut aller chercher après. Bon, et les articles, il faut y penser. Alors, la première histoire, elle parle de quoi, machin. Tu peux pas mettre moi, à un moment donné, c'est comme une corbeille sur ton ordinateur. J'ai besoin de vider la corbeille, là. J'ai besoin de vider mon disque dur de charge mentale, là. Il faut que je me dise, ok, ça, c'est bon, c'est fait. Hop. J'y pense plus pour l'instant. Je suis concentré sur autre chose. Et puis, quand ça revient, ça revient. S'il y a des signaux forts, je me dirais, bah, tiens, effectivement, ce serait con de passer à côté. Là, hier, quand on a fait la réunion, justement, avec des libraires, il y a des gens qui ont déclaré leur flamme pour Lowrider et tout. Ça m'a fait du bien d'entendre ça. Parce que moi, tu sais, quand je suis ici entre mes 4 murs, entre mes G.I. Joe qui me regardent, t'es 500 G.I. Joe là. Tu vois, les masques de catch et puis mon ordinateur allumé H24, j'ai pas de rapport direct avec les gens je sais pas comment les gens perçoivent ce qu'on fait. Et parfois, les BD sortent, j'ai l'impression qu'elles sont même pas sorties tellement il y a zéro, il se passe rien. Tu sais, c'est limite quand Rotiel nous dit bon, on en a vendu autant que tu dis ah oui tiens c'est vrai c'est sorti. Donc dur de se faire une place dans un marché à 6000 nouveautés à l'année aussi. Bah c'est ça, 6000 nouveautés à l'année, tu vois. Donc bon voilà, il faut prioriser. Moi j'ai choisi là pour l'instant jusqu'à preuve du contraire de mettre Lowrider entre guillemets en pause là, dans ma tête, de manière à pouvoir me concentrer sur les projets. Là il faut que je termine. De toute façon MFK 2, faut que ça se termine. En plus, il y a plein de trucs cool dans la BD que j'aimerais mettre en scène là. Et puis il y a aussi Jaune 2, Jaune 3. Oui, puis tu t'es lancé dans une nouvelle série aussi avec Ours. C'est ça. Ouais. Donc voilà. Sujet qu'on abordera, puisque les prochains podcasts qu'on fera ensemble, Run, et à l'heure où on enregistre, et même à l'heure où les gens nous écouteront, ça arrivera assez proche, puisque Lowrider 5 il sort là le 16 ou 17 octobre, et tandis que le Jaune tome 1 sort le 23, donc on va se revoir très bientôt avec Ours justement pour parler de cette nouvelle série où on pourra aborder la question du slasher, des meurtres à l'arme blanche. Exactement, la nuit avec un tueur masqué. Voilà. Mais après, moi, en général, t'as remarqué, il n'y a rien de jamais définitif au label 619 parce que, encore une fois, on a un fonctionnement très organique et qui ne fonctionne qu'à la motivation et à l'énergie. À l'énergie, ouais. Moi, je me dis, parce que la fois dernière, hier, je discutais avec un libraire et il me disait, je disais, ouais, mais il y a des fois, on commence à un peu à être fatigué. Là, je parlais de Lowrider, justement. Et il disait, ça se ressent pas parce que vos titres, les titres qui sortent transpirent toujours l'énergie. Et je lui ai dit, mais justement, c'est parce que on met de l'énergie dedans qui sortent. Mais demain, il n'y a plus d'énergie, je sors pas les titres. Je les fais même pas, tu vois. Donc, forcément, tous les titres qui sortent transpirent l'énergie. Mais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. S'il n'y en avait pas, effectivement, ça. Il n'y aura pas de titre. C'est ça. T'auras pas un titre pour toi. Tu fais pas un titre du label 619 si tu ne ressens pas en fait qu'il y a eu de l'énergie mise dedans. La motivation, l'envie, etc. Ça n'existe pas, ça. C'est pas, ouais. Peut-être qu'il y aurait rien de pire pour toi-même que de sortir, par exemple, là, un nouveau tome de Mutafukaz où en fait, où tout serait. Où on sentirait que t'as eu la flemme ou que t'y arrivais pas, quoi. Ou même un Lowrider, si d'un coup t'as la flemme, tu fais ouais putain j'ai pas envie mais je vais le faire quand même histoire de. Ça va se ressentir. Donc pour moi c'est non. Très bien. Bon, en tout cas, on se retrouvera prochainement, Run, pour continuer à parler de création de bande dessinée avec le label 619. Et si vous avez écouté ce podcast, n'hésitez pas quand même à faire vos retours, à faire partie de ceux, même si habituellement vous faites peut-être partie de cette majorité silencieuse, là c'est le moment de vous exprimer. N'hésitez pas à exprimer votre amour pour cette anthologie d'horreur, en attendant de savoir si on se retrouvera au micro pour en parler. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés.
Soutenez aussi le podcast parce que c'est la même chose techniquement du côté de ce genre de production. S'il n'y a pas de retour, ça démotive pas mal de prendre l'énergie d'aller faire toutes ces interviews. Donc n'hésitez pas à faire savoir si vous appréciez ce travail, d'aller parler avec les auteurs vraiment de leur processus créatif. Et en attendant, Ron, je te dis à très bientôt. À très bientôt, ouais.